Bienvenue autour du jeu, épisode 24 du podcast que vous retrouvez sur la chaîne de Nyx, bien sûr, mais aussi sur vos plateformes de streaming musical préférées. Je suis avec Kevin de la chaîne des Ludovores. Salut Kevin. Salut. Et on a l'impression qu'on vient d'enregistrer l'épisode 23, qu'on vient de se parler, c'est comme si c'était hier. Et alors oui, les épisodes sont rapprochés, parce que le podcast, quand on enregistre cette émission, le podcast de septembre et demi vient de sortir. J'ai pris beaucoup de retard sur l'épisode précédent, alors j'aurais pas le temps de raconter l'anecdote qui m'est arrivée. Le fait que j'ai fait une course-poursuite avec un tracteur dans les champs qui avait arraché des poteaux de vent chez moi. On voudrait plutôt faire tenir les parties jeux de société dans cette émission, donc je vous le raconterai peut-être un jour, ce sera pas forcément aujourd'hui. On a un gros programme aujourd'hui, Kevin, avec justement l'œil de Kevin, plein de nouveaux projets en financement qui sortent de l'ordinaire, qui vont être magnifiés sous la loupe de notre ami. La parenthèse toxique, bien sûr, durant laquelle je vais encore me faire des amis en parlant d'éditeurs qui se cassent la figure. Et puis notre débat du mois sur... Alors j'hésite sur le titre que je vais mettre. Ces éditeurs qui ne savent pas se tenir, ou bien l'attente des projets qui nous insupportent à un certain degré. En tout cas, on va parler de linge sale qui est lavé en public, on va parler de projets qui déraillent, et puis de ceux, il n'y en a pas beaucoup, qui ont institutionnalisé, ce mot est complexe, le fait de vous faire attendre 5 ans avant de vous livrer, et ça, maintenant, ça commence à m'énerver. Mais avant tout, je vais faire une petite dédicace, et c'est semi-marrant, à Samuel qui nous a écrit en commentaire de la dernière émission, en nous disant, je paraphrase, j'aime écouter vos podcasts pour me détendre, mais en ce moment, quand j'écoute ce que vous avez à dire, j'arrive pas trop à me détendre. Alors Samuel, je suis désolé parce qu'aujourd'hui, alors merci pour ton message bien sûr, je suis désolé mais aujourd'hui on va pas beaucoup plus te détendre, surtout sur le sujet que tu abordais avec moi en commentaire, puisqu'on commence avec deux mauvaises nouvelles que Kevin m'a refilées, que je vais traiter très rapidement, qui sont toutes les deux d'ailleurs relayées par Board Game Wire, vous le savez, un site qu'on aime beaucoup d'actualité qui est très très factuel sur le jeu de société. D'abord, donc on a Simone qui continue à vendre à peu près tout ce qu'il possède, puisqu'il vient de vendre son quartier général, son siège, le siège de l'entreprise. On voit maintenant que le chiffre des pertes, il est à 12 millions. Je crois qu'on était à 7 ou 8 la dernière fois que je disais que je me moquais un petit peu d'eux. Donc on a toujours l'impression qu'avec telle étape, ça va aller mieux. Puis finalement, ils ont encore besoin de vendre, donc ils ont encore besoin de cash. Donc c'est que ça s'améliore pas tant que ça. Et quand ils auront plus que leur slip, le problème c'est que, je pense que tu es d'accord avec moi, plus tu vas vendre de choses, moins tu as de capacité de production, moins tu as de capacité de récupérer de l'argent. Parce que là, ils vendent quand même une partie de leur outil de production, c'est-à-dire leurs locaux, et puis avant ça, les IP. Ouais, je suis assez d'accord. Là, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire de la création de jeux sur le trottoir. C'est conceptuel, mais c'est un petit peu compliqué. Effectivement, à chaque nouveau numéro, on se dit, est-ce qu'il va y avoir une news supplémentaire sur Simone, et auquel cas, à quel point on peut continuer à chuter. Et on est toujours surpris de voir qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent et qui sont généralement pas très très réjouissantes. Ouais. Non. Alors qu'à côté de ça, on n'a pas beaucoup d'infos sur des jeux qui sortiraient ou sur des buzz un peu plus positifs. Et puis on a la fermeture des portes de Triton Noir. Souvenez-vous, l'éditeur qui s'était fait connaître avec un jeu de société Assassin's Creed qui avait pas trop mal marché. Donc il explique, lui comme bien d'autres, que le monde du jeu de société en financement participatif aujourd'hui, c'est difficile. Ils avaient annulé leur dernière campagne, donc il ne s'affichera pas ici. Ils avaient fait une Vie Commando Deluxe qui avait quand même réussi à aller chercher 500 000 € à peu près, si je convertis rapidement ce montant en dollars canadiens. Pour 3500 contributeurs, ce qui est pas dégueu, mais bon, ils n'ont pas réussi à tenir la distance. Donc c'est regrettable, c'est un peu dans l'air du temps. C'est pas un éditeur que je connais beaucoup, je sais pas si tu as grand chose à en dire, à part de dire que c'est compliqué de faire des jeux. Mais effectivement, ils avaient l'air d'être plutôt solides. Les jeux avaient plutôt bonne presse en règle générale, donc c'est quand même assez triste. Ouais. C'est ça le plus surprenant pour moi, c'est que Vie Commando comme Assassin's Creed, alors Assassin's Creed, j'aime pas la licence, mais le jeu, je sais qu'il avait marché, et Vie Commando avait un vrai succès d'estime, en effet. Donc c'est forcément toujours dommage. Donc Triton Noir qui ferme ses portes, mais qui, je crois, alors attention, c'est une info que je lance là par-dessus, que je sors de mon chapeau, qui je crois ne laisse pas d'orphelin en termes de jeu, puisque je crois qu'ils avaient pas de campagne en souffrance. En tout cas, c'est ce que j'espère évidemment pour ceux qui vont subir ça de plein fouet, ou pour les fans justement de cet éditeur. Et puis je termine, alors là c'est juste une phrase, Threshold a sorti un update, donc Open Howl, qui a l'air assez intéressant, où ils vont commencer à présenter le combat, l'exploration du monde, etc. Pour rappel, c'est un jeu que je vais peut-être avoir la chance de vous présenter à quelques jours du lancement de sa campagne, parce que j'avais réussi à mendier un prototype en fin de cycle. J'en parlais dans le podcast précédent. Donc si ça vous intéresse, j'ai même pas encore regardé les vidéos, mais si vous aussi, et je sais que vous êtes assez nombreux, vous vous demandiez ce que ça peut bien valoir, la première aperçu peut être là, et ça va peut-être nous éclairer sur ce qu'on fera de ce jeu
par la suite. Voilà, pour les actus les plus brûlantes, c'est à peu près tout. Je vous renvoie aussi, j'en profite pour me faire un petit peu de publicité sur le podcast qu'on avait dédié aux problèmes de Simone, qui depuis se sont empirés, mais malgré tout, qui donnait un contexte, un podcast que je mettrai en lien là, sur le petit en haut à droite, sur lequel on avait passé beaucoup de temps pour aller remonter 2-3 ans en arrière, expliquer pourquoi, comment on avait pu en arriver là. Voilà, Kevin, pour moi, c'est tout. Et puisqu'on ne parlera pas de la chasse au tracteur aujourd'hui, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ton actu, de ce que tu as fait, de ce que tu attends en ce moment. Yep. Alors bon, l'actu qui est également l'actu de la chaîne des Ludovics de toute façon, puisqu'on a récemment posté une review à ce propos, c'est Elder Tide. Alors moi, de mon côté, parce qu'on a reçu le proto malheureusement un petit peu tardivement, genre à une semaine du début de la campagne, je n'ai eu la chance que de faire que trois parties, mais uniquement à 2 joueurs avec Xavier, qui lui a eu la chance d'y jouer aussi à 5. Et ben c'est un beau coup de cœur ma foi, hein. On l'attendait avec impatience parce qu'on avait beaucoup aimé Jisogi, qu'on voit d'ailleurs en arrière-plan sur la vidéo ici. Très belle DA avec une thématique assez originale, etc. Là pour le coup la thématique est un peu moins originale, mais la réalisation visuelle est toujours aussi belle. Les composants, même en version prototypale, sont vraiment très clean et le jeu tourne super bien. Donc ouais, vraiment très très réjouissant. Et ouais, j'ai hâte de voir le produit fini pour le coup. Ouais, alors c'est marrant, j'ai évidemment suivi avec attention, parce que ça fait deux épisodes qu'on en parle, que tu le teases un petit peu, en disant ça va arriver, on va l'avoir, on sait pas quand on l'aura, c'est un peu compliqué. C'était la rubrique, je sais pas si t'as vu, j'ai mis Kevin Rall, pour faire écho à la fois, t'avais Oui, mis j'ai vu Xavier ça. Rall dans une de tes vidéos. Et alors, du coup, ouais, j'avais regardé ça avec attention, parce que j'avais été assez conquis par ce que j'avais vu dans la page de pré-campagne. Et puis, bon, j'ai vu vous en parler, voilà, vous avez l'air plutôt content. Je me suis dit, je vais attendre les points négatifs. Et certes, il y a comme d'habitude, une section, ce qu'on a moins aimé, mais elle était finalement, je veux pas dire pleine de vide non plus, mais déjà, c'était toi qui étais le plus dur des deux. Et il y avait quand même pas lourd en points négatifs, à part, ouais, il y avait l'encombrement sur table, il y avait quelques notions entre 2 joueurs et plus de 2 joueurs. Mais ça a l'air d'être quand même un jeu qui va même au-delà de vos standards actuels, de quand même essayer d'en dire 3-4 trucs négatifs, quoi. C'est vrai qu'on a remarqué récemment en plus que quand on faisait des reviews, même de jeux qu'on aime beaucoup, on avait tendance à avoir des parties, ce qu'on a moins aimé, plus longues que les parties, ce qu'on a aimé fondamentalement, ce qui était assez d'ailleurs étrange. On n'a pas essayé de se retenir justement vis-à-vis de ça, mais on n'a juste pas grand-chose à dire vis-à-vis de Elder Tide. Après, si on aime les gros jeux bien experts, effectivement, c'est pas trop ce vers quoi il faut être orienté. On est plutôt sur un jeu initié assez facile à sortir, qui tient en l'espace de 1 heure 10 environ quand on joue à des plus grands nombres de joueurs, mais qui est hyper contenu, concis en termes de durée de partie, avec des règles hyper accessibles, mais qui fait le job, qui propose quand même une belle expérience avec comme pas mal de choses à prendre en compte, avec plusieurs stratégies disponibles pour aller éventuellement chercher des points de victoire, avec des factions qui sont assez distinctes les unes des autres en termes de gameplay, d'orientation de gameplay plus ou moins. Et du coup, ouais, c'est vraiment très satisfaisant, donc on n'a pas grand chose à en dire de mal, et j'aimerais bien que le jeu attire un petit peu plus l'attention, parce que pour l'instant, il doit être aux alentours de 300 backers, ce qui est pas extraordinaire. Ah ouais. Il va peut-être faire un peu moins que Jisogi d'ailleurs, je pense. Ok, alors j'ai une remarque et une question, une petite question. La remarque, c'est que dans la présentation avec les plateaux, je sais pas pourquoi, ça m'a pas mal fait penser à Fracture Sky, alors que ça n'a pas grand-chose à voir, hein, mais je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Et du coup, la question, je rebondis, c'est est-ce que, tu vois, par rapport aux illustrations que tu as sur la page, par rapport à l'illustration qu'on voit là sur la boîte, est-ce que tu as l'impression que le thème est assez exploité, ou est-ce que finalement c'est un beau dessin de boîte, mais derrière, parce que là, les composants, certes, c'est du proto, mais on n'a pas tout à fait l'impression, j'ai pas le même ressenti en voyant ça, y compris le plateau qui est devant toi, que qu'en regardant les images de la page de pré-campagne, ou de campagne d'ailleurs. C'est vrai que les quelques images qui nous avaient été offertes avant le début de la campagne semblaient offrir un truc un peu plus sombre, avec beaucoup plus d'aplats de bleu un peu foncé, comme la boîte en réalité, alors que le jeu en lui-même est plutôt très coloré. Alors en fait, ce qui est mis en avant sur la boîte, c'est parce qu'il y a la tempête qui vient assombrir le ciel, etc. Et du coup, la tempête, tu la vois au centre de la table, mais finalement la tuile est relativement petite, pour des raisons évidentes. Mais effectivement, c'est beaucoup plus coloré qu'on ne pourrait le penser de prime abord. Mais on est quand même sur un univers assez présent malgré tout dans le jeu, d'autant plus que on a appris récemment que c'était le premier épisode d'une trilogie, donc vraiment il a agrémenté ce jeu de beaucoup de lore, y compris dans les règles, où à chaque paragraphe qui te présente un nouveau truc, on te présente aussi un petit peu pourquoi c'est intégré au jeu en termes de gameplay, et ça c'est plutôt intéressant. D'accord, ok. Ok, bah écoute, je t'avais dit, je le backerai pas, j'ai trop de mal à sortir des jeux en ce moment.
Mmh. Mais puis je te dirai dans un an que je vais regretter, hein. C'est aussi un petit peu ma vie, mais c'est peut-être aussi un petit peu le sel du financement participatif, de faire des choix et d'y Ouais, repenser après. c'est vrai. Et tu avais un 2e point d'intérêt, alors ce coup-ci, c'était une attente. Ouais, c'est pas une actu à proprement parler parce que c'est effectivement pas quelque chose auquel j'ai joué, quoique on pourrait en dire, parce qu'en réalité, c'est une nouvelle entre guillemets «extension» de quelque chose auquel on a beaucoup joué avec Xavier, enfin, à propos duquel on a beaucoup parlé il fut un temps et dont on parle beaucoup moins depuis, quelques mois, même quelques années peut-être même, parce qu'en fait, il s'agit de la prochaine campagne de Dice Throne, avec, près d'1 an, je crois, entre la dernière campagne qui était sur, Outcasts et donc débarque la nouvelle campagne, pour, Vanguard avec, 4 nouveaux personnages puisque c'est la nouvelle, comment dire? Nouvelle méthode, la nouvelle approche, de marketing qu'a choisi l'équipe. Maintenant, c'est 4 personnages et non plus 8 d'un coup et leur, équipe de com a vraiment fait du très, très bon boulot parce que ça fait du coup, 4 semaines que, au compte-gouttes, ils nous dévoilent des indices, puis, le dé du personnage, puis le personnage en lui-même avec son plateau et cetera, et du coup, ils ont su faire monter la hype progressivement et ce qu'on a pu entreapercevoir des 4, personnages, là, tu vois, le Forge Master, a l'air d'être assez différent quand même de ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent dans les autres personnages et du coup, on voit qu'ils ont vraiment fait un effort sur, le développement de nouveaux personnages, de nouvelles petites mécaniques intégrées au set de règles de base de Dice Throne et ouais, du coup, ils ont réussi à me hyper un petit peu sur ces 4 nouveaux personnages, bien plus qu'ils ne l'avaient fait sur l'épisode précédent de Outcast, qui devrait bientôt être livré d'ailleurs, que j'avais backé parce que c'est Dice Throne, mais dont les personnages me semblaient un peu plus, classiques, on va dire. Ouais, alors je renvoie, bien sûr, j'y ai pas pensé, hein, le lien sera dans la vidéo aussi, hein, de votre review de Elder Tide. Vous disiez dans une vidéo récente d'ailleurs que vous en étiez revenu, mais que vous aviez tellement poncé ce jeu finalement que maintenant c'était plus, il y avait plus d'excitation à le ressortir, mais que vous seriez content de revoir des nouveaux persos. Donc là, j'ai l'impression que ce serait un petit peu pour toi le moyen de raviver la flamme, ça, ces persos qui sont vraiment très différents de leur mécanique des autres. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir pour ceux qui l'ignorent, parce qu'ils suivent pas forcément la chaîne depuis suffisamment longtemps, que Dice Throne, c'est un peu la confirmation qui nous a relancé dans le jeu de société, Xavier et moi-même. On a testé 3-4 jeux un petit peu modernes, comme on les appelle, parfois à tort, il y a quoi? 7 ans, un truc comme ça, mais c'est vraiment Dice Throne qui nous a fait vraiment replonger, les pieds devant, dans l'univers du jeu de société et a fortiori dans, le financement participatif. Et du coup, après, 300 parties en l'espace de 2-3 ans, Ah, quand même. effectivement, le soufflet est un petit peu retombé, même si on apprécie toujours autant, d'y jouer. Mais, ouais, les nouveaux personnages qui sont présents dans cette campagne m'excitent beaucoup plus que, la campagne, de l'année dernière, pour Outcast où les personnages ressemblaient un peu plus à ce qu'on connaissait déjà, quoi. Ouais, ouais, même, tu vois, sans explication supplémentaire, juste en voyant la petite vidéo là, ouais, ça met bien en avant. Pour ceux qui nous écoutent, c'est moins évident, mais les petits vidéos trailers mettent bien en avant le fait qu'il y a une mécanique propre à chacun, et c'est normalement ce qui fait la force de ce jeu-là, de pouvoir créer un gameplay différent pour chaque personnage. Ouais. Et à l'usure, c'était plus forcément toujours trop vrai. Ils n'étaient pas tous aussi distincts que cela semble l'être en tout cas. Ouais. J'ai pour ma part 3 actus 2 et demi. La première sur Earthbound Rangers, je veux revenir dessus et m'excuser parce que j'ai parlé un peu trop vite la dernière fois quand j'ai reçu les boîtes, hein. Je vous avais dit qu'Intrafin m'avait envoyé les dernières boîtes en VF, et puis j'avais déballé, je vous l'avais dit, j'avais tout slivé, j'avais slivé d'excitation, et puis finalement, j'avais regardé un petit peu vite les règles et j'étais trop pressé d'en parler aussi pour remercier l'éditeur de son envoi. En fait, il s'avère que, héritage des anciens, donc la plus grosse des boîtes qui est en extension, ça s'intègre pas au contenu, au monde environnant. C'est bien une campagne à part qui suit, la D'accord. précédente. Alors certes, ils ont quand même fait en sorte que ce soit modulable, c'est-à-dire que si t'as pas fini le jeu ou même pas commencé le jeu d'origine, tu peux, attraper une espèce de petit récap, de ce qui s'est passé avant et puis commencer par l'extension et après revenir à l'autre. C'est pas bloquant. Si t'as pas fini la première campagne, tu peux aussi récupérer ton perso et le faire partir sur la deuxième. Donc Mmh. ça permet de s'adapter, hein. Mais en tout cas, voilà, ça c'est important de le savoir quand même. Vous allez pas intégrer un truc à un nouveau monde, il faudra recommencer une campagne ou en tout cas reprendre, quitte à garder le perso que vous aviez, mais ce sera une campagne à part. Et c'est pas forcément une mauvaise chose parce que j'avais du mal à voir comment, en repartant de zéro, tu vois, le temps de finir la première campagne, en fait, tu mettrais beaucoup de temps à arriver jusqu'au contenu de l'extension. Ouais. Et donc voilà, donc c'est bien 2 choses séparées, même si Intendant de la Vallée et les instantanés de voyage, les 2 autres plus petites boîtes, elles s'intègrent complètement de manière fluide dans le jeu, avec quelques micro-règles à la limite à rajouter, quelques micro mots-clés.
Et donc ça va juste enjoliver l'ensemble, que vous ayez l'extension, la campagne d'extension ou pas. Alors j'ai relancé une campagne, je suis pas encore très très loin, mais j'ai évidemment pas pu m'empêcher. J'ai l'impression des rares jeux auxquels j'arrive à jouer en solo. C'est toujours autant une extase de créer son perso. Je l'avais dit à l'époque dans la review, hein, le côté tu choisis ton caractère, tu choisis ton passé, tu choisis tes hobbies. Mais je me rends compte maintenant, et je pense que maintenant ce jeu a cliqué pour moi. J'ai vraiment compris ce que voulait le jeu. Il y a quand même aussi une notion de deck building. Elle est très très bien déguisée en fait, parce que c'est tellement thématique qu'on dit mais t'aimais quoi quand t'étais gosse? Bah, tu te demandes pas s'il te faut telle icône ou telle icône. Tu dis moi j'aimais bien faire du vélo. Je dis n'importe quoi évidemment, mais alors qu'en fait voilà, je me rends compte que si tu fais juste le perso comme toi tu es, c'est-à-dire très thématiquement, bah tu peux avoir un deck pété et peut-être pas t'amuser, ce qui avait pu être le cas d'une des campagnes que j'avais faites avant ma review. Donc là, je me suis même pas fait chier. Pardon, je me suis même pas embêté. Je suis allé sur Earthborn DB Database. Ceux qui jouent à Marvel Champions ou autres connaissent ce genre de site, hein, les DB. Donc en fait, c'est un site qui va vous proposer des decklists. Et je me suis dit, voilà, je suis pas très bon en deck building. Pourquoi pas juste prendre un deck qui colle au solo, parce qu'en plus le solo c'est une façon un peu différente de jouer, et au moins je suis sûr d'avoir un deck où j'ai un petit peu tout et je peux m'éclater. Donc j'ai pris ça, je me suis dit tant pis si j'ai pas vraiment le passif que j'aimerais avoir, j'ai juste choisi des métiers qui me bottaient, je suis voyageur explorateur, je suis en focus sur l'explo, et bah je m'éclate encore plus, puisque du coup là j'ai vraiment des ressources, le deck est bien équilibré en termes de ressources, j'arrive à faire des choses, et surtout, et ça je le dis à tous ceux qui, à l'époque de la review et même après, avaient pu dire c'est un jeu qui est un peu trop rigide, c'est un jeu où on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. En fait, le jeu vous dit que une fois que la pioche est vide, c'est la fin d'une partie. Et moi, je voyais ça vraiment comme une deadline, tu vois, très très un mur, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, non, c'est pas grave si la partie est terminée, tu recommences un nouveau jour et c'est pas bien grave. Finalement, le temps t'en fait un peu ce que tu veux quand même, malgré ce que va te dire ta feuille de personnage. Donc maintenant, bah écoute, pendant un tour, si je peux faire qu'une action et que j'ai pas utilisé mon autre énergie, c'est pas grave, je continue et je fais vraiment au feeling. Et c'est comme ça que j'arrive à m'amuser jusqu'à maintenant. Peut-être qu'à la fin, quand tu arrives au bout des 30 jours et que tu es censé avoir fini, on te dira ah, c'est pas bien, t'as pas fini. Mais en tout cas, pour l'instant, je m'éclate. Et bon, je reviens, il y avait aussi des gens qui disaient que ah bah à un moment j'ai dit ça à un personnage et puis quand je suis revenu voir, ils s'en souvenaient pas. Ça reste un jeu écrit, c'est pas un jeu vidéo, donc oui, tu peux pas. L'immersion à travers les cartes aura forcément sa limite. Et à un moment, c'est pareil, il y avait une rivière qui me bloquait. Et en fait, si j'allais dessus, elle disparaissait. Thématiquement, ça n'a pas de sens. Mais à un moment, ça reste aussi un jeu de cartes. Il faut accepter que bah il y a des mécaniques de jeu, tu vois. Voilà, donc je vais continuer, j'essaierai de vous tenir au courant si je progresse un petit peu, mais je pense que j'ai vraiment compris maintenant ce que le jeu attendait de moi et comme tout avec Earthbound Rangers, c'était pas évident à la base. Un tout petit point sur Lorcana qui continue à m'envoyer, à me tenir au courant en tout cas de son contenu et parfois à me l'envoyer. J'insiste, enfin en tout cas je suis content d'en parler ce coup-ci puisqu'ils ont pensé à moi et ça fait plaisir. Ils ont pensé à moi parce qu'ils ont pensé plutôt aux gens qui sont plus axés collection que jeux hardcore, etc. Ils sont sortis 2 boîtes qui sont, encore une fois, donc orientés plutôt vers les collectionneurs ou éventuellement les débutants pour aller dans la continuité de leur boîte Prélude, qui est une boîte un petit peu tutoriel, donc pour rendre le jeu plus accessible et faire revenir les gens. Je les ai là, c'est assez joli. Alors, il y a un coffret cadeau dedans, il y a 4, je crois, 4 decks de la dernière extension. Et il propose en plus, donc c'est voilà, le côté collection, donc il y a une boîte de rangement qui est assez jolie, qui est toute simple, hein, mais qui est une boîte de rangement. Donc voilà, qui est pas mal éventuellement pour quelqu'un qui a déjà une collection. Et puis, il y a un coffret collectionneur qui va inclure 5 boosters complètement aléatoires de n'importe quelle saison. Donc ça, c'est assez marrant aussi. Et puis, donc pour le côté collectionneur, un livret là pour mettre les cartes là, je sais pas comment ça s'appelle. Donc il y a pas énormément de pages dessus, au-delà du fait qu'il est joli, même jusque la tranche, tu vois, il est assez sympa. Hein. Et donc je pense que je mettrai mes enchantés dedans, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cases, tu mets pas un deck dedans et ça n'a pas intérêt. Une collection ne tient pas. Mais donc tu as ça avec des decks aléatoires. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc, je pense qu'il retourne chercher un petit peu le grand public, puisque c'est des choses qui s'offrent facilement avec un set de départ, par exemple. Donc, je trouve ça assez sympa. C'est vraiment joli. À la caméra, on se rend pas bien compte. Il y a une image là, mais bon, voilà, il y a une carte brillante qui est inclue dans chaque deck. C'est cool. Moi qui suis, je te dis là maintenant, j'ai pas le temps de jouer en compétitif. Moi qui aime cet aspect collection, je suis content d'avoir ces objets-là. C'est assez joli, ça s'offre facilement, et puis ça peut donner envie d'y revenir. Voilà pour Lorcana. Tu sais que j'ai pensé à toi récemment à propos de ça, parce que j'ai surpris 2 de mes étudiantes à l'université en train de jouer à Lorcana. Ah, ça c'est marrant. Ouais. En même temps, Disney a aussi la cote au Japon, c'est pas. Mais ouais, ok, ouais, d'accord. Okay. Mais ça, ouais, non, ça marche toujours, mais ça s'est un peu enifié, si tu me permets un petit barbarisme. C'est devenu un jeu qui est très compétitif parce qu'il a été porté par des youtubeurs et des influenceurs qui étaient des gens très compétitifs. Je pense à
Wonderhook, par exemple, qui est un YouTuber Disney, mais qui est à fond dans tout ce qui est compétitif et tout, qui crée des decks et tout. Donc forcément, le public qui a le plus suivi, c'est ceux qui aiment la compétition. Mais il faut pas oublier qu'il y a aussi des gens comme moi. Allez, on reste dans les jeux de cartes, puisque j'ai reçu des nouvelles de Double Combo, qui était l'éditeur de Mage Noir que j'avais rencontré à PEL 2025. Le lien sera quelque part là-haut, parce que alors, je peux mettre que 5 liens par vidéo, mais normalement celui-là j'essaierai de le mettre sur la vidéo sur PEL. Ils ont accepté, c'était ma demande à la base, de m'envoyer une petite partie de leur contenu, parce que j'étais intéressé de parler de ce Mage Noir, d'essayer d'y jouer et d'en parler un petit peu. Donc, je vais vous briefer, puisque quelques jours après la sortie de ce podcast, va arriver une nouvelle extension. Et donc, je pense que c'est peut-être le moment de se lancer, de s'y intéresser, si c'est pour vous. Alors, Mage Noir, c'est sorti en 2021, après une campagne loupée. C'est un jeu qui a été créé par Constantin Dédéian, je sais pas si je le prononce bien, et Vincent Vimant, donc la personne que j'avais rencontrée, quelqu'un qui vient du jeu vidéo. Et donc, le concept, c'est une bataille de mages, plus au niveau macro, comparé à un Magic, même si les inspirations sont là. Ce sont deux mages face à face, en mode duel. Et avec des éléments. Chaque deck va être thématisé avec le feu, l'arbre, les arbres, l'électricité et autres. Donc le deal, c'était j'ai reçu un petit peu de tout, là, un peu de toutes les extensions, et puis je vais vous parler de ma petite expérience. Alors le gros point fort, en tout cas à leurs yeux, je suis relativement d'accord, c'est que c'est un expandable card game, c'est-à-dire que ils vont avoir des mécaniques de Magic ou éventuellement de l'Orcana si on va aller chercher par là, sauf que les paquets sont fixes. Vous achetez une boîte, vous avez une collection qui est... il n'y a pas de surprise en fait, et donc ça a des avantages. Puisque il y a pas ce côté rareté, ce côté je dois acheter 12 boosters pour avoir la carte que je veux. Donc c'est-à-dire que la méta n'est pas pétée avec des cartes introuvables, ce qui m'énerve dans quasiment tous les jeux, y compris des jeux sur ordinateur comme Hearthstone. Alors ça reste pas un jeu de société parce que celui qui a la boîte chez lui sera toujours avantagé puisqu'il a les cartes chez lui et donc il pourra faire son deck building tranquille, à moins de répartir les cartes entre plusieurs personnes. Mais bon, en vrai, c'est pas un jeu de société, mais dans l'absolu, il n'y aurait pas besoin d'acheter une boîte par joueur, parce que la boîte de base inclut 4 decks préconstruits, 4 éléments, et donc ça permet de jouer éventuellement à 4 avec ça, ou encore une fois avec des decklists que vous allez trouver sur la communauté de Mage Noir. Donc les decks, je vous l'ai dit, sont thématiques. Le deck de pierre, il est lent. Le deck arbre, il compte sur des graines et tout. Il mise sur le soin. Il y a des cycles, etc. Alors je vais parler, c'est important, je vais pas faire une review là. Ce qui, à mon sens, en bien ou en pas bien, c'est à vous de voir, mais va démarquer Mage Noir donc je vais parler de Magic, par exemple, en tout cas les gros TCG, les gros jeux comme ça. La première, c'est la gestion du mana. Et là, si vous m'écoutez, je pense que j'aurai beaucoup de mal à vous expliquer ça sans images. En fait, vous allez avoir... Il y a 6 types de mana, 5 ou 6? Je vais dire une connerie, putain, le mec, on dirait qu'il a pas joué, quoi. 6. Il y a 6 types de mana. Et en fait, ils sont gratuits. Au début de chaque tour, tu vas prendre 3, ceux que tu veux, les mêmes ou pas les mêmes, et les mettre sur 2 piles. Tu auras 2 piles de mana. Donc, en alternant. Carte numéro 1 sur le premier tas, carte numéro 2 sur le deuxième tas, carte numéro 3 sur le premier tas. Tu alternes comme ça. Et ensuite, tu prends un des 2 tas. Ça renvoie un petit peu, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient perdus, à ce qu'on pouvait avoir dans Wonderful Kingdom. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas créer un choix de cartes, donc là des manas, et t'en prendras qu'un des deux, donc potentiellement l'autre sera pour l'adversaire, sauf que l'adversaire à son tour lui aussi va remettre des cartes des deux côtés. Donc il y a une stratégie sur qu'est-ce que tu poses de quel côté. Tu peux éventuellement donner de la crotte à ton adversaire et prendre celui où il y a les manas qui t'intéressent, mais il y a aussi une mécanique d'échange de manas, donc il y a toute une méta qui est difficile à expliquer là, mais une grosse stratégie qui se joue là-dessus. Sur quel mana je sélectionne, comment je crée mes petits tas là, les tas qui sont communs pour les deux joueurs, lequel je choisis, qu'est-ce que j'échange. Et c'est plus intéressant, plus impactant que ce que je pensais. Tu peux pas te contenter, si tu joues que des cartes vertes, de mettre toutes les manas verts d'un côté et puis des crottes de l'autre côté, parce qu'à un moment, ça va te revenir dans la figure et ça marchera pas forcément très très bien. Donc ça, je trouve ça, c'est le premier point qui est intéressant, qui est une vraie différence avec Magic, dans lequel tu vas mettre tes manas dans ta main, dans le cadre de ta création de deck. L'autre différence qui est assez sympathique, c'est que tu as des éléments à transformer. Pour les arbres, c'est ce que disait Vincent Vimont dans l'interview. Tu as des cartes graines, arbres, écorce, etc. Et la carte graine, tu vas pouvoir la poser, la jouer en fait, et puis bénéficier de son pouvoir. Ou bien tu vas pouvoir la planter, entre guillemets, c'est-à-dire que tu l'inclines. Tu peux plus te servir de la carte, mais ça devient une ressource graine, et certaines cartes vont demander des graines pour être jouées. Donc il y a une espèce de build-up comme ça, où parfois tes cartes, il faut pas les jouer, faut en faire des éléments, des ressources en fait, que tu vas dépenser pour avoir des cartes plus grosses, en tout cas utiliser pour avoir des cartes plus grosses. Et enfin, tu as certaines cartes assez chères qui vont te permettre de te transformer en mage noir. Et en soi, ça veut rien dire, sauf qu'il y a beaucoup de tes cartes qui vont te dire, si vous êtes mage noir, vous pouvez faire ceci ou cela.
Donc il y a aussi potentiellement la possibilité d'essayer de capitaliser là-dessus rapidement, donc de sacrifier beaucoup de ressources pour devenir mage noir et ensuite avoir un deck finalement tout amélioré puisque beaucoup de cartes bénéficient de cet aspect de mage noir qui malgré tout est pas obligatoire. Alors il y a une première extension qui est sortie en 2023 qui a rajouté simplement des éléments. Il y a le soleil, il y a l'électricité que moi j'ai reçu. Bon, c'est toujours aussi thématique hein, finalement. L'électricité, ça va être des combos éclairs. Tu vas préparer un moment et d'un coup tu vas envoyer 3-4 cartes. Quand tu défausses une carte, tu actives une autre carte qui active une autre carte. Donc tu vas avoir des tours comme ça qui vont être foudroyants pour le coup. C'est intéressant. Merci. Il y en a encore un qui suit. Ça ajoute pas encore trop de complexité. C'est pas un jeu complexe en fait dans la compréhension. Les cartes, on en a vu quelques-unes. Donc le texte est vraiment écrit comme la plupart des TCG ou des jeux de cartes en général. Hein, les effets des sorts sont écrits sur les cartes. C'est jamais sorcier. Il y a pas 36 mots et il y a pas de lexique dans le. Ah si, il y en a peut-être un, mais t'en as pas besoin en fait dans le livre de règles puisque quasiment tout est écrit sur les cartes. Donc moi j'avais l'électricité, ils m'ont pas tout envoyé, hein, ça faisait beaucoup quand même pour une première fois, puis j'aurais pas eu le temps de tout essayer. J'aime bien moi le deck électricité, en tout cas dans sa version préconstruite, je suis pas allé beaucoup plus loin que ça. Et voilà, à savoir donc que oui évidemment tu vas pouvoir composer ton deck et qu'il n'y a pas de limite de couleurs, comme les manas en fait sont illimités et disponibles pour chaque joueur pendant chaque partie, t'es pas obligé de choisir qu'une ou deux couleurs pour faire ton deck, tu peux faire un deck multicolore, c'est peut-être plus dur à gérer évidemment hein, pour l'aléatoire, mais en tout cas t'es pas limité. Donc ça permet quand même de laisser libre cours à sa créativité et ça c'est plutôt cool. Je l'ai trouvé, pour faire le petit bilan hein, de tout ça, avant d'en venir à l'extension qui va arriver, j'ai trouvé un petit peu plus lent finalement qu'un TCG normal. C'est pas un TCG encore, hein, mais je le compare au TCG parce qu'il se joue comme beaucoup de TCG comme Magic et Lorcana que je connais un petit peu. J'ai trouvé un petit peu plus lent parce que tu as quand même des phases de prépa. Déjà tes cartes tu peux les poser sans les jouer. Même des sorts, tu vois ce qu'on appelle les instantanés dans les jeux généralement. Là, quand tu le payes, tu le prépares, il est devant toi. C'est presque une épée de Damoclès pour l'adversaire. Disant, fais gaffe, j'ai ça maintenant. Donc, il y a ce côté bluff aussi qui est intéressant. Mais ça ralentit le jeu parce que tu les poses et tu les joues plus tard si tu veux. Tu vas aussi donc jouer des cartes pour en faire des éléments. Tu vas poser une étincelle et tu vas pas utiliser son sort, tu vas la transformer pour utiliser l'étincelle pour payer un éclair, tu vois. Donc, toutes ces phases de prépa, en fait, ralentissent un petit peu le jeu. On passe pas le temps à se bombarder la gueule comme beaucoup des parties de Magic que j'ai pu connaître, ou même dans leur canal où souvent ça envoie assez vite et c'est torchant 10 minutes, là c'est un petit peu plus long, en tout cas à mon niveau casual. Pour moi, le temps finalement est tout autant une ressource que le mana, et c'est le temps qui est peut-être la vraie l'aspect le plus déterminant, puisque si tu choisis de ralentir la partie en posant des cartes, en préparant des cartes devant toi, sans forcément aller à l'assaut, tu vois, tu t'exposes à ce que l'adversaire déclenche avant toi. Et il y a ce côté avoir la main sur le tempo de la partie qui est très intéressant, sachant que d'un seul coup, les points de vie de l'adversaire vont dégringoler, ça peut se finir très vite, alors que ça a duré une demi-heure avant, tu vois, en mode un peu build-up. Deux petits reproches pour terminer. Je trouve, et je sais qu'ils m'écoutent, donc en plus, il y a un reproche, un problème qu'on peut éviter, c'est que quand tu fais tes tas de mana, là, parmi lesquels tu choisis, c'est difficile évidemment d'un coup d'œil de voir ce qu'il y a dans les tas quand il commence à se grossir un peu, parce que parfois personne ne prend un tas et il devient un petit peu gros. Et c'est difficile de compter les cartes aussi, puisque tu dois toujours mettre des cartes en priorité dans le tas qui est le moins rempli. Quand les tas sont un peu fournis, c'est pas toujours évident. Parce que tu sais, quand tu dépenses une carte, tu remets le mana sur des tas. Donc les tas, sur un tour, en fait, si tu joues beaucoup de sorts, ils vont se retrouver assez gros. Donc ça, c'est vrai que t'as le droit de consulter ce qui t'as est, le droit. est dans le... Oui, parce que ça fait partie de la stratégie. Et justement, c'est parce que tu as le droit de consulter que je trouve que c'est pas toujours évident, mais tu peux pas y faire grand-chose. Hein. Il aurait fallu que ce soit peut-être des cristaux et pas des cartes, des petits cailloux, ça aurait peut-être été plus simple, je sais pas. Et du coup, il y a un petit peu de manip pendant les tours. Ça, c'est un autre des reproches que je pourrais faire, puisque je te dis, quand tu prépares la carte, tu mets les manas que tu as utilisés pour payer en dessous de la carte et tu la poses. On dit voilà, ce sort est prêt. Quand tu le joues, et si c'est le même tour, du coup, tu fais la manip un peu pour rien, bah, la carte va dans la défausse et les manas, tu vas les replacer, donc une carte après l'autre sur les deux tas, dans le mana disponible. Donc, si tu joues beaucoup de cartes, ça peut être un petit peu long. Pas horriblement long, mais pas aussi, encore une fois, nerveux qu'un duel de Magic avec des gens qui sont très très expérimentés. C'est pas des gros reproches, hein, mais on a senti un petit peu ça. C'est un jeu encore une fois qui se joue un petit peu plus sur le temps, c'est plus la demi-heure, voire l'heure quand tu débutes. La première partie, on a dû mettre 1 heure, tu vois. Mais je pense pas que ce soit la norme. Hein. En tout cas, c'était notre norme à nous au début. Il est moins flashy qu'un TCG parce qu'il n'y a pas de notion de rareté. Et ça, je pense que pour moi, c'est une bonne chose aussi. Il n'y a pas de souci. Et donc arrive bientôt l'extension. Alors, je crois pas que j'ai d'image là. Non, je suis pas sûr. Une nouvelle extension qui va rajouter entre autres des animaux. Alors ça c'est rigolo, en fait ce sera une carte animale que tu auras assez de facilité à piocher puisqu'elle commence à partir en haut de ton deck et donc elle va revenir assez régulièrement et qui va t'offrir un passif et puis un pouvoir actif aussi.
Donc tu vas avoir des decks qui vont être fournis avec, qui seront préconstruits. Tu pourras aussi jouer, jongler un petit peu avec tout ça. Et c'est marrant parce que du coup, ça renforce un petit peu la personnification de ton personnage. T'es vraiment un mage avec son animal, ça peut être un chien. Moi, j'avais le chien et le scarabée, tu vois. Alors que dans Magic, c'est assez dépersonnifié en fait qui tu es, même dans l'Orcana, t'as un illumineur, mais t'incarnes personne, tu vois. Là, tu deviens un petit peu plus quelqu'un parce que t'as ton animal avec toi et t'as ton élément naturel et tout ça est assez sympa. Par contre, alors là, le truc de fou, j'ai reçu, je finis par cette anecdote, après je te rends la main, Kevin. J'ai reçu un seul paquet animaux là, avec chien et scarabée. Et en fait, si tu veux, en essayant de faire les decks préconstruits et tout, j'avais pas assez de cartes dans ce qu'il m'avait donné pour faire 2 paquets. Et je voulais absolument que dans mes tests, ce soit équilibré, tu vois, qu'il y ait pas. Parce qu'on m'a dit, tu peux jouer un seul avec les animaux, un qui les a pas. Mais moi, je voulais que ce soit équilibré pour qu'on ait le ressenti des deux. Et je dis, est-ce que tu peux pas me donner 2 decks préconstruits avec les cartes que j'ai, tu vois, un peu vite fait. Alors évidemment, il a fait ça, mais il a fait ça en mode pro gamer, avec un petit paragraphe pour expliquer chaque deck. Putain, j'ai regardé la stratégie, je dis, mais comment veux-tu que... Enfin, je lui ai pas dit, mais là, je lui dis, comment veux-tu que je fasse ça? Ouais, la stratégie, tour 3, tu reprends la carte, et ensuite tu repioches et tu dépioches, et tu joues ça et machin. Et je me suis dit, bon, bah écoute, on va juste jouer ce qu'on a dans la main, parce que... Et ça m'a permis de me rendre compte, malgré tout, que c'est un jeu. De toute façon, ils sont portés par une communauté, il y a des compétitions, il y a une Coupe de France, il y a un champion de France et tout. C'est un jeu où tu peux aller très très loin. Autant il est hyper casu parce que tu poses ta feuille, tu fais ton arbre, t'attaques et tout, tu peux jouer tranquille comme à peu près tous les jeux de cartes comme ça de duel. Autant quand j'ai vu ce qui se passait dans la tête de Corentin qui m'a créé ces decks, et je le remercie parce que ça m'a quand même permis de jouer avec les 2 decks animaux, je me suis dit ok, donc tu peux aller très très loin et c'est assez trompeur, je pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin. Donc j'aime bien les animaux, ça donne donc ce petit passif quasi permanent. Enfin, ça dépend peut-être des animaux, j'imagine, mais en tout cas, t'as quelque chose d'assez récurrent, ça donne une couleur de plus à ton deck, et j'aime bien ce côté au-delà donc des possibilités techniques que ça va offrir. J'aime bien ce fait que ce deck me représente un petit peu, tu vois. J'ai envie de jouer les chiens. Alors, le chien, ça va marcher peut-être avec le feu ou pas avec le feu, je sais pas, n'importe quoi, mais tu fais le deck qui te ressemble un petit peu et tu vas chercher les combos. Et si t'es un dingo, comme ces 2 gens-là sont des dingos dans le bon sens du terme, eh ben, tu fais des decks de fous. Donc je vous le recommande. Si je disais le pour et le contre là au début de mon exposé, c'est que du coup c'est pas, si vous cherchez une sensation Magic l'Arcana, encore une fois pardon, je ne parle que de ce que je connais, c'est pas la même sensation. C'est plus long et comme le mana, les ressources sont incluses, enfin sont offertes, sont pas incluses dans les paquets. C'est une autre façon de concevoir son deck, c'est une façon de timer ses tours. Donc il faut en avoir conscience. C'est une autre expérience. C'est pas la même et c'est bien que ce soit pas la même. Il faut pas vous attendre à la même. Voilà. Donc je les remercie vivement. Je vais encore faire d'autres parties, hein, évidemment, mais là, il fallait que j'en parle maintenant puisque l'extension arrive bientôt. Je leur remercie de m'avoir envoyé ce qu'ils m'ont envoyé. Ça va me permettre après comme souvent, hein, de déclencher des pulsions d'achat et je finis par payer tout le reste. Donc je pense que c'est au bénéfice de l'éditeur. Et je vous invite vraiment à l'essayer. Il y a une version en ligne que j'ai pas essayée. Alors je peux pas vous dire ce que ça vaut, hein. Mais il y a une version de Major que tu peux jouer en ligne avec tes potes. Ça t'évite encore plus de devoir... Là, t'as plus rien à acheter du coup... puisque toutes les cartes sont incluses dans le mode en ligne. C'est pas mal pour essayer, c'est pas mal pour tester les decks aussi, évidemment, et voir ce que tu pourras avoir envie d'acheter pour compléter ta collection. J'aime bien que ce soit un jeu de cartes expansif et pas un jeu de cartes à collectionner. J'aime bien que ce soit français, que ça ait une vraie identité. Donc voilà, Major, c'est top, et je les remercie encore une fois de leur soutien, et je suis content de leur apporter le mien. Et sans aucune transition, nous allons passer à l'œil de Kevin, le regard acéré. Il exigeait à ce que je dise ça. Le regard, tu m'as dit de dire le regard acéré de l'expert japonais en jeu de société. Voilà. J'ai dit, tu pourras me remercier. Non, c'est pas vrai. Je précise quand même, il m'a absolument pas demandé de dire ça. Kevin, donc, qui nous fait son menu crowdfunding toutes les semaines, la review de tous les jeux. C'est à peu près aussi long que quand je parle d'un jeu sponsorisé. Et là, en exclusivité, tous les mois dans le podcast, il nous propose les 3 jeux, souvent c'est 3 en tout cas, qui sortent de l'ordinaire et qui se dégagent de ce menu et que lui aurait envie de suivre pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Alors, quel est ton choix, quels sont tes choix ce mois-ci, Kevin? Alors, je pense qu'il y a encore plusieurs jeux. Alors, en plus, en octobre, c'est une période assez chargée, donc il y a beaucoup de campagnes assez intéressantes, mais comme à chaque fois, dans ce petit segment, je me contente de choisir 3 jeux ou 3 campagnes à minima qui me semblent particulièrement intéressantes et pas forcément les plus mises en avant, parce qu'elles n'ont pas beaucoup besoin qu'on les aide à les mettre en lumière, disons. Donc attendez-vous à des campagnes un petit peu moins connues que par exemple, on vient de voir Berserk qui s'est lancé. Bon, ils n'ont pas tellement besoin qu'on parle d'eux, ça fait déjà un gros succès d'entrée de jeu. Donc là, la première campagne que je vais mentionner, elle est sur le point de se terminer dans un peu moins d'une semaine maintenant, je crois. Il s'agit de la
trilogie des Garden. Donc on a Aqua Garden, Sky Garden et Dino Garden. Voilà, 5 jours avant la fin de la campagne, au moment où on s'enregistre. Donc peut-être qu'elle sera terminée au moment de la publication de la vidéo, je ne sais pas exactement. Je vais essayer de la sortir assez vite, mais ouais. Alors, je Ouais. note quand même qu'on est loin des poubelles que tu nous présentais il y a quelques semaines, où tu faisais des émissions spéciales d'e-backer à 2 jours de la fin. Là, on est quand même sur un beau succès. Même si là, dès que j'ai vu la page visuellement, dès les premiers regards, je me suis dit, waouh, c'est beau. Ça donne envie. Ça fait penser un peu au... Uchiba Koya, c'est l'éditeur indépendant japonais qui fait les jeux les plus beaux visuellement parlant, qui ont des composants vraiment très très cool, avec toujours beaucoup de petits meeple screen print du plus bel effet, souvent très très mignon, avec ça des fait un peu Bad thématiques. Comet. Je finis ma phrase. Je voulais mettre cette parallèle. Quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, un peu Bad Comet. Ouais, même si en réalité, je pense que c'est plutôt Bad Comet qui s'est inspiré du Uchiba Koya pour le coup, parce qu'ils sont arrivés après coup. Mais ouais, je pense que c'est un peu dans la même veine en termes de choix d'orientation de composants avec des petits meeple screen print plutôt que des miniatures dans tous les sens, etc. Dans ce sens-là, effectivement, il y a une vraie similarité. Et du coup, ils relancent Aqua Garden, qui était un de leurs premiers succès. Ils se sont pas vraiment fait connaître autant que ça via Aqua Garden, mais c'est quand même le jeu qui les a fait connaître. En fait, je pense que le jeu qui vraiment les a mis sur le devant de la scène, ça reste quand même Sweetlands, qui a eu droit maintenant avec Pixie Games à sa VF. Et donc, ils le remettent sur le devant de la scène Aqua Garden avec une nouvelle mouture en termes d'aspect visuel. En fait, la boîte a changé, le contenu en réalité n'a pas changé pour le reste. Et au-delà de Aqua Garden, ils ont donc ajouté 2 nouveaux stand-alone, donc Sky Garden que tu as ici, avec donc des oiseaux plutôt que des poissons, mais également Dino Garden avec cette fois-ci donc des dinosaures plutôt que des oiseaux. Et sachant que Sky Garden et Dino Garden vont chacun ajouter des petits mécanismes qui vont différencier les épisodes les uns des autres et qui vont venir complexifier un petit peu plus le jeu par rapport à Aqua Garden, qui était un jeu finalement presque familial, à mi-chemin entre le familial et le initié, on va dire. Et donc plus vous allez vers... C'est à peu près le même jeu, avec juste des twists à chaque fois, ou ça va plus loin que ça? D'accord. Non, c'est fondamentalement le même cœur de gameplay, à savoir une sorte de, comment dirais-je, on a, pour ce qui est d'Aqua Garden en tout cas, 6 aquariums qui composent notre aquarium général, on va dire, et on va le peupler de différents poissons en fonction de certains prérequis, de certaines règles au niveau de l'oxygène que vont consommer les poissons. Attention, les poissons avec les requins, bon, ils vont se faire bouffer, donc faut pas les mettre ensemble, ce genre de choses-là. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez similaire, avec toujours ce mécanisme de piste de sélection un petit peu similaire à du Tokaido, c'est-à-dire que le dernier commence toujours le tour avant les autres. Tu vas jusqu'où tu veux, tu prends le poisson ou l'oiseau ou l'inodore qui s'y trouve, tu le mets chez toi, et ensuite, si t'es encore dernier, bah tu continues à jouer finalement, tu vois. Donc ça, c'est similaire. Simplement, dans Sky Garden, tu vas ajouter un mécanisme de nid avec des œufs, parce que tes oiseaux vont pondre, avec des missions communes qui sont pas du tout les mêmes que dans Aqua Garden par exemple. Et dans Dino Garden, tu vas avoir aussi la chaîne alimentaire qu'il faudra prendre en compte, mais fondamentalement, le cœur de gameplay reste le même. Alors, est-ce que, du coup, alors je suis vraiment, évidemment, très enchanté par tout ça, et en plus, c'est vrai que ce système Tokaido, je l'aime bien. Il est simple, mais ça marche toujours très bien, ce défi entre aller très vite d'un coup ou bien faire plein de petits pas derrière. Juste ma question, à ton avis, est-ce que, du coup, si c'est le même jeu avec quelques variations, est-ce que ça fait pas cher 150 € pour 3 fois le même jeu, sensiblement différent? Est-ce que c'est pas mieux d'en choisir un seul? Même moi, j'aimerais bien avoir les 3, mais 150 € pour à peu près le même jeu, quand même? C'est beaucoup, non? Je suis assez d'accord. Et si j'étais le cœur de cible, j'en prendrais certainement qu'un. Je sais que Xavier a Aqua Garden, donc je dirais pas sur celui-ci. Je pense que j'irais plutôt sur Sky Garden parce que j'ai moins d'attrait pour les dinosaures en termes de thématique, même si le gameplay a l'air d'être un peu plus poussé dans Dino que dans Sky. Donc peut-être que c'est plus intéressant fondamentalement. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Ça reste des gameplays quand même très similaires les uns aux autres. Est-ce que les petits twists entre les 3 épisodes font qu'il y a suffisamment de différence pour justifier de backer les 3? C'est la question que je me pose aussi devant cette campagne, ouais, pour être tout à fait net. Ouais, bah après, s'il existait que 3 jeux sur Terre, tu serais content d'avoir des variations pour les ressortir, mais vu la concurrence qu'il y a, est-ce que tu arriveras déjà à sortir le seul que tu achèteras assez de fois pour te dire ça valait le coup que je le prenne? C'est pas sûr.
Et peut-être dernière question, parce je te la pose jamais, et en fait, ça devrait être la première que je te pose. Qu'est-ce qui fait qu'il est dans l'œil de Kevin? Qu'est-ce qui fait qu'il fait partie de ce top 3 en quelques mots? Est-ce que c'est juste son succès? Est-ce que c'est parce qu'il te fait envie, parce qu'il est beau ou... Alors, pour ce qui est de Garden Trilogy, d'abord parce que j'ai déjà joué à Aqua Garden, première version, donc celui qu'on voit ici dans la petite vidéo, et que il est très cool. Hein, c'est un jeu vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, à mi-chemin entre le familial initié, mais qui sort assez facilement, qui quand même réussit à te faire réfléchir suffisamment pour en faire un jeu intéressant, parce que je sais que Uchiba Koya a toujours des composants de très grande qualité, visuellement ça fait toujours le job, ça donne envie d'être joué en tout cas, parce que je suis curieux de voir justement les petits twists que viennent ajouter donc Sky et Dino par-dessus, et puis aussi parce que d'un point de vue totalement subjectif, c'est mon client principal pour mon job secondaire donc d'agent de licence, donc je connais assez bien leur jeu, ce qu'ils proposent, et c'est aussi parce que c'est un éditeur qui monte de plus en plus depuis particulièrement Sweetlands, et là on a beaucoup de discussions en cours actuellement pour la trilogie des Garden, y compris pour du français. Alors c'est pas des signatures, c'est juste des discussions en cours, mais il y a à mon avis 3, 4, 5, 6 langues qui vont être signées incessamment sous peu, donc j'espère que le français en fera partie. Ok. Ouais, c'est... À voir les deux autres, parce que j'ai regardé que de très loin, mais je pense que si, comme tu plaisantais la dernière fois, si tu devais me faire baquer un jeu par émission, je pense que ce serait quand même celui-là. Parce que même si on n'est pas forcément à 100% le cœur de cible, c'est pas difficile à sortir et ça doit jamais être vraiment désagréable à jouer non plus. Donc, Non. ouais. Bon pic. Et pour la petite info, comme la grande majorité des jeux de Chiba Koya de toute façon, c'est l'œuvre de Totsuka Chuo, qui est donc l'auteur aussi de Ostia ou de Sweetlands, et donc c'est généralement des jeux qui en termes d'équilibrage sont vraiment faits aux petits oignons. Ils ont une très bonne équipe de développement de jeux au-delà de l'auteur également, donc ouais, c'est généralement des jeux qui sont très très bien conçus, très efficaces. La deuxième campagne que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est un univers radicalement différent. Il s'agit de Status, A Victorian Affair. Il faut le Oh, prononcer avec oh. l'accent mi-anglais, mi-français, tu vois. Mhm. Euh, alors celui-ci, il m'intrigue vraiment pas mal. Je pense pas que j'irai jusqu'à le baquer parce que ça me semble être un poil cher pour ce que ça propose, mais ce prix se justifie aussi par ses composants, parce qu'en fait on vous plonge dans donc l'époque victorienne, si mes souvenirs sont bons, c'est le 19e siècle en Angleterre, et donc vous allez avoir à cœur de construire votre manoir, voyez-vous, et d'y apposer différents éléments de décoration. Parce que vous cherchez à entrer dans la haute société, voyez-vous. Et donc pour ce faire, vous aurez des actions d'ouvriers. En fait, vous allez envoyer vos ouvriers à différents lieux, y compris à des soirées organisées par d'autres, par exemple, avec toujours cette dichotomie, ce petit paradoxe, enfin pas cette paradoxe, mais ce choix cornélien entre est-ce que je fais des activités à l'extérieur de chez moi ou est-ce que je me concentre sur la construction de mon manoir et sa décoration. Ça a l'air d'être relativement intéressant, et en plus de ça, la construction au fur et à mesure de ton petit manoir et de la déco qui va avec, je trouve que c'est assez immersif. En plus de ça, chaque personne autour de la table va avoir son plateau un petit peu asymétrique. On va incarner des personnages différents qui apparemment impactent assez fortement le gameplay, mine de rien. Donc ouais, je suis assez intrigué par la DA qui est assez charmante et qui est bien dans le ton, qui est bien dans la thématique. Une thématique qu'on a assez peu l'habitude de voir finalement, même si ça rappelle un tout petit peu Obsession, forcément, parce que c'est plus ou moins la même période, et parce qu'on parle de la haute aristocratie anglaise. Mais ouais, au-delà de ça, c'est un jeu qui me charme pas mal, qui m'intrigue pas mal, même si je suis pas du tout sûr d'aller baquer pour autant. Ah, c'est un jeu, pour le coup, c'est un jeu que j'ai vu beaucoup en publicité sur les quelques réseaux sociaux que je Mhm. fréquente. Ils bombardent pas mal. Alors pour l'instant, ils en sont à 1000 backers, ce qui est pas énorme, mais en même temps, ils ont encore 20 jours, donc ils viennent de se lancer. Parce que la question, ce sera évidemment, est-ce que, pour ceux qui nous écoutent, on construit vraiment son manoir, un peu comme Terrorscape où vous assemblez le manoir au milieu, là, tu vas vraiment emboîter du carton dans des fentes pour créer un espèce de manoir en mode un peu diorama. Ce qui est super, mais oui, faut qu'il y ait de l'argent là-dessus, parce que si c'est pas de qualité, ça va vite s'user. Et j'ai l'impression, alors tu m'interromps si je me trompe, mais j'ai l'impression par contre que tu customises pas pour autant. Chaque manoir va être lié à une personne. C'est-à-dire que tu fais pas de la déco, c'est pas Animal Crossing, quoi. Tu construis ton manoir à toi.
Tu j'ai construis ton l'impression. manoir, il Ouais. sera identique à chaque partie. Ce Ouais. qui peut changer, c'est les éléments de décoration que tu vas y Mmh. intégrer, à l'intérieur. OK En fait, et tu vas avoir plein de petits, meeples ou de standees en fonction de l'ossification, ouais. du niveau de pledge que tu choisis et tu vas donc y ajouter soit des meeples, soit des standees à l'intérieur de telle ou telle pièce et en fonction de l'agencement, des décorations dans telle ou telle pièce, ces pièces-là, en fait, si j'ai bien compris, elles vont, «s'activer» entre guillemets. D'autant plus que tu vas pouvoir aussi ajouter 2 petites extensions, qui vont rajouter quelques petits éléments de gameplay un petit peu différents. Donc tu en vois une ici avec, Oddities et l'autre avec Garden. Donc encore quelques petits éléments de gameplay supplémentaires pour approfondir et comment dirais-je? Donner un peu plus de rejouabilité, de profondeur de gameplay. Donc ouais, Ouais, la intéressant. crypte et le jardin, ouais, ouais, ouais. Ouais, intéressant. Alors tu vois, ça aussi, je pourrais le baquer, là. C'est des trucs qui me donnent un peu envie. Je sais pas, ça change. Et Mmh. même sans parler du côté, oui, on construit des buildings, c'est marrant. C'est même pas ça qui me chauffe le plus. Moi, c'est que je trouve que cette mécanique de est-ce que tu bosses chez toi ou est-ce que tu bosses dehors, je trouve qu'on la voit vraiment pas assez Mmh. dans les jeux de pause d'ouvrière. Je les connais pas tous, évidemment, hein. Vous allez pouvoir me citer des exemples, j'imagine, en commentaire. Mais je me souviens de Le secret de mon père, qui valait ce qu'il valait en termes d'euros, certes, mais qui te donnait ce dilemme de est-ce que je vais dans mon manoir ou est-ce que je vais en ville? Et je trouvais ça différent, intéressant pour plein de raisons. Ça donne de la complexité, de la richesse à «moindres frais» entre guillemets et donc là, c'est a priori, c'est la même chose et ça j'aime bien, j'aime bien. Je le vois pas assez ou en tout cas, je joue pas au bon jeu, je sais pas. Ouais, ça m'intéresse. Tu m'intéresses, Kevin. Tu m'intéresses beaucoup. C'est l'objectif. Et donc, dernier projet que j'aimerais, mentionner aujourd'hui et ce n'est pas Elder Tide parce que j'en ai suffisamment parlé aujourd'hui. Donc, je vais Cette année, tu prendre veux 2 dire? minutes, je vais prendre 2 minutes pour vous parler de, Mercurial Alchemia, qui est donc le nouveau projet de David Go. Il en est à son 4e projet et vous reconnaissez peut-être un petit peu d'abord le titre, mais également l'ADA parce qu'en fait Mercurial, c'est un univers préexistant. C'était je crois son avant-dernière campagne peut-être? Un jeu d'il y a 3-4 ans, qu'il avait proposé à l'époque et quand même plutôt bien marché d'ailleurs, et dans le même univers, mais il s'agit d'un stand-alone, donc vous n'avez pas besoin de Mercurial premier du nom pour jouer à celui-ci. On a donc ici Alchemia, qui est un mélange encore une fois de placement d'ouvriers, de deck building avec une superbe DA, avec de l'alchimie. C'est vraiment très très beau, les composants sont vraiment magnifiques et pourtant ça coûte pas si cher que ça en vrai. J'aime beaucoup les ouvriers, la gestion de ressources, le matos est hyper clean, la DA est vraiment très très belle, ça me donne pas mal envie. Je sais que Xavier est vraiment euh, aux aguets, un petit peu comme un petit suricate dans la savane, tu vois, il guette les infos, il est à fond sur le projet. Je suis pour ma part un petit peu surpris finalement de voir que après une semaine et demie de campagne, il n'est entre guillemets que à 1500 backers. Ouais, c'est vrai. Moi, je connais pas bien cet univers ni cet auteur d'ailleurs. Je trouve que c'est un peu, on l'a vu là dans la vidéo, je sais pas si je peux descendre pour illustrer mon propos. Ça a l'air d'être assez gourmand en place, avec des plateaux joueurs assez énormes, avec beaucoup de dials, beaucoup de pistes, tu sais, avec Roulette, ouais, des enfin, jetons. ouais. Et ça peut faire peut-être un peu peur, parce que je trouve en plus pas ça particulièrement joli, cette partie-là, tu vois, la partie où Mhm. grand plateau avec les jetons, ou toutes les couleurs qui font pas forcément bien ensemble. Autant ce marché qui, encore une fois, est assemblé, c'est marrant, on était dans le thème là. Ça, Ouais. c'est plutôt sympa, mais là, ça fait quand même gros tableau de bord. Mhm. Et de prime abord, ça me ferait un peu peur et je pense que j'aurais peut-être du mal à le vendre à mes joueurs, même si peut-être le système est plus simple qu'il n'y paraît. Mais tu vois, ça là, c'est peut-être ce qui pose problème à certains, je ne sais pas. Ouais, parce qu'il y a effectivement 6 ou 7 frises sur lesquelles vous allez faire évoluer vos ressources au fur et à mesure. Alors c'est vrai que ça remplace potentiellement des ressources en physique, c'est des jetons, des petits trucs en acrylique ou je ne sais quoi. Mais effectivement, de prime abord, ça fait un petit peu peur, ouais, c'est vrai. Mais l'aspect tableau de bord, effectivement, maintenant que tu me le dis, je peux tout à fait l'entreapercevoir. Mais moi, je confirme que pour l'instant, moi, je trouve ça encore très très joli malgré tout. Et il a l'air de s'orienter vers pas mal d'éléments de gameplay que j'apprécie et principalement la pose d'ouvrier. Donc ouais, je garde un œil attentif dessus, même si je pense que Xavier va y aller et donc que a priori j'ai pas besoin de moi aller le baquer fort Besoin de heureusement dépenser de l'argent. pour mon compte en banque. Ouais, voilà. Mais après, voilà, oui, toi, si ça continue à t'intéresser, j'ai pas dit que le jeu était mauvais, t'as pas raison ou tort de t'y Ouais, bien intéresser. sûr. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai eu des joueurs, à mon grand regret, qui étaient déjà impressionnés par Vindication, tu vois, c'est-à-dire avec les pistes sur le côté, avec Mm. les nombreux tas de cartes et tout. Et ça, déjà, pour certains, et même des joueurs intermédiaires, ils font, oula, ah ouais, c'est compliqué ton jeu. Donc, je peux comprendre que là, de prime abord, est-ce que j'ai envie de me refaire
tu vois, c'est le problème d'un Mysterium aussi. Alors, Mysterium est peut-être plus complexe, mais c'est ce côté-là où tu dis, waouh, ok, donc ça, c'est un jeu de ouf, tu vois. Et ça, c'est un peu trompeur par rapport à la DA qui, elle, est très choupi comme c'est à la mode maintenant, choupi mode Kingfire Chronicles un peu. Voilà, il y a cette dichotomie-là qui peut-être perturbe un peu, mais je connais pas les règles, donc j'irai pas plus loin dans l'analyse à dessous. Après, pour juste contrebalancer un tout petit peu mes propos qui ont l'air d'être assez dithyrambiques, alors que j'ai pas joué au jeu, donc encore une fois, prenez ça avec un grain de sel, comme dire les anglophones, avec des pincettes, c'est que j'ai été checker un petit peu ce qu'on disait sur BGG à propos de Mercurial, donc premier du nom, et pour un jeu a fortiori issu du crowdfunding, il est à un petit 7.0, ce que pas mal, mais pour un jeu issu du crowdfunding, c'est pas extraordinaire non plus. On a vu mieux, ouais. Donc généralement, il y a quand même une forme de pré-hype et de post-hype avec les jeux crowdfunding qui a tendance à tirer leur note un peu vers le haut. C'est ça, le petit biais de confirmation du backer. Exact. Xavier te dira que non, ça n'existe pas chez lui, mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça a quand même un petit effet. Ouais, complètement. Y compris pour Xavier, il est pas là, il a tort, de toute façon. Toujours. Les absents toujours tort. Et si on se faisait une petite parenthèse toxique? Et dans cette parenthèse toxique, on va revenir d'abord rapidement, parce que ça, ça ne fait pas du tout jubiler sur, alors je vais pas dire l'échec, parce que finalement tout est relatif, c'était pas du participatif, mais sur le cas Méandre, qui, alors, on l'avait déjà teasé sur le podcast qu'avait enregistré en septembre, quand le podcast est sorti, la prophétie s'était déjà auto-réalisée, enfin c'était déjà réalisé d'avance. Ils finissent avec 158 contributeurs et 3 786 €. Alors certes, ils n'avaient pas de palier à atteindre, même s'ils avaient mis, je crois, 500. Mais c'est fictif puisque cette campagne avait été lancée sur leur site en propre. Donc c'est pour ceux qui nous écoutent, encore une fois, l'éditeur français Perte et Fracas, celui qui avait fait Once Upon a Line, c'est leur jeu le plus connu. Donc ils finissent avec 3 700 € et même s'ils s'attendaient probablement pas à des millions, il a même pas vendu je crois que c'est 200 early birds, ils sont même pas partis en fait. Alors c'est toujours difficile, je vais quand même avoir besoin de toi bien sûr, mais c'est toujours difficile de dire pourquoi un projet échoue. Après coup, c'est plus simple quand même de faire l'inspecteur des travaux finis, mais on est dans un univers où il n'y a pas de vérité absolue. On a des très grands, je n'oublierai jamais le Kingdom Come Deliverance, tu as des très grands inratables qui ratent, et puis tu as des petits qui explosent, et puis tu as toutes les nuances entre les deux. Alors, nous, on avait senti un peu la chose venir avec Kevin, qui, je vous rappelle, est l'expert japonais du jeu de société. Et je vais lister, alors je t'envoie ça en mode bullet point pour faire un peu le récap aussi de ce qu'on avait dit la dernière fois, ou en tout cas pour le résumé, ouais. Et puis tu me diras, toi, ce que t'en penses avec ton regard d'agent de licence et puis avec toutes les campagnes que tu vois passer, parce que je crois que tu l'avais même pas traité dans le crowdfunding. Si? Je me souviens pas. Non, parce que le problème, en réalité, c'est que je traite que de Kickstarter, GameFound, Ulule et vaguement BackerKit quand il y a des campagnes, mais quand c'est des pré-campagnes uniquement sur le site de l'éditeur, j'ai tendance à oublier, en fait. Donc, en bullet point encore, pour pas que ça fasse trop rediff à ceux qui nous écoutaient déjà le mois dernier. Donc, ils sont pas passés par une plateforme de financement. Et bon, ça, déjà, pour moi, c'est une erreur absolue. C'est-à-dire que là, c'était un jeu qui était très calibré pour Kickstarter. Malgré tout ce que tu peux dire, les algos jouent. KS va à des millions de moyens, y compris les notifications via l'application pour relancer des gens qui se seraient abonnés ou qui auraient marqué un intérêt pour une campagne, ce que tu n'auras jamais sur un site tout nu. Il facilite aussi le suivi au travers de plateformes que les gens vont visiter régulièrement. Si tu as cliqué une fois sur Méandre sur GameFound, et quand il repasse, il va te le suggérer dans un coin et peut-être que tu diras « Ah oui, c'est vrai, tiens, voyons où ils en sont ». Là, évidemment, c'était pas possible du tout, même si tu singeais, tu simulais cet aspect page de campagne sur le site de l'éditeur. Il y a le fait que, du coup, mais ça découle de ça, il fallait s'inscrire par email, en fait, pour avoir les news. Et je me souviens qu'à un moment, ils avaient renvoyé un mail en disant « Regardez dans vos spams si vous voyez rien, parce que peut-être que… » Mais du coup, même ce mail-là était peut-être dans les spams aussi, donc finalement, c'était compliqué. Et là, ça faisait… Je suis désolé, je vais être méchant, mais ça fait quand même vraiment campagne à papa. Enfin, tu sais, ça fait campagne de boomer, et on n'en est pas si loin des boomers, donc je le dis avec beaucoup de respect, mais par email, enfin, par fax, sinon, je sais pas… Parce que plus personne fait ça, en fait. Ouais, non, mais voilà, je veux dire, c'est plus… Des mails, on en reçoit tellement, on est tellement spammé, même si les Gmail et compagnie font le tri pour nous maintenant beaucoup. Tu suis plus d'actualité par mail, ça n'existe plus, ça. Et malheureusement, bon, voilà, ce choix-là, il est discutable et je pense qu'il a fait du mal. Pourtant, il y avait un plan de com, y compris via moi, mais il n'y avait pas que moi. Alors, je sais plus si c'était affiché quelque part, mais il y a quelques créateurs et pas des moindres. Il y a Monsieur Carton qui est là, Nils, on le salue. Il y avait pas aussi la cravate?
Bah, les meilleurs étaient là, toute la famille était là, et ça n'a pas suffi parce que il y avait pas de date de lancement annoncée. Et ça, c'est de la folie, ça me rend fou, Kevin. On en avait parlé vite fait parce que la dernière fois on était pris par le temps. Ça me rend fou. Bon, moi, il y a des choses que je savais pas, peu importe, mais à un moment de dire ça arrive bientôt, ça marche un certain temps. Le problème, c'est que en plus, je me revois te le dire. S'ils te font un shadow drop là-dessus, c'est la fin d'Erico. Ils ont annoncé le lancement 24 à 48 heures avant, je sais plus. C'est dans cette fourchette-là. Par mail, évidemment, hein, et par coursier. Donc, du coup, les gens n'ont pas forcément répondu présent. Et comme de toute façon, t'as pas d'algo derrière qui va permettre d'entraîner quelque chose, il n'y a pas eu d'effet de boule de neige. Donc, c'est 158 contributeurs. Je vais exagérer un tout petit peu parce que j'ai pas suivi au jour le jour, en tout cas pas longtemps. Tu les as quasiment eu sur les premiers jours, en fait. C'est-à-dire que c'est les gens qui étaient déter, qui étaient là, ouais, celui-là, je le veux. Je l'ai testé en festival, il est trop bien, je le veux tout de suite. Et derrière, il n'y a pas eu d'autres entraînements, malgré, et ça c'est important, j'ai pas la page, j'ai oublié de l'ouvrir, ça reste des vidéos qu'on fait des vues, alors pas des millions de vues, mais Nils comme moi, pour parler de ceux qui peut-être avaient la meilleure exposition, on a fait des vues dessus, donc il y a des gens qui sont passés voir, et il n'y a pas eu cette transformation, parce que quand ils l'ont vu, il y avait ni date de lancement, ni lien de pré-campagne, il y avait juste un truc de mail. En plus, les gens, je rajoute ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, ont de plus en plus de mal à donner leur mail, ou ils donnent des mails poubelles, en fait, parce qu'ils en ont marre de recevoir des mails tout le temps. Et tu sais pas comment tes données sont traitées, tu sais pas si Pertifraca va pas revendre ton mail derrière, ça m'étonnerait, mais tu sais jamais. Bref, voilà. Et je termine, avant de prendre quand même ton avis là-dessus, je pense que le design des tuiles a refroidi, je comprends pas ce choix de faire un jeu qui soit aussi typé au niveau DA, donc côté monstres et compagnie, cauchemar et tout, et d'avoir des tuiles toutes bêtes comme ça, même la carte, là, tu vois, là en bas de la carte, il y a rien. Alors pour ceux qui voient pas, c'est sur la review, la carte de suivi des points, là, en fait, elle te donne juste une couleur qui est ta couleur dominante, et c'est tout. Et ça, je ne le comprends pas. Ça n'a pas pu aider. Voilà, tu vois, en plus, il y avait une version anglaise. Donc, version anglaise, tu vas sur KS et puis c'est tout, quoi. Et tu laisses le site bosser pour toi, quitte à donner une marge, quoi. Donc, j'imagine, lui, tout ce qu'il veut, c'est faire des jeux qui lui plaisent et dont ses enfants seront fiers. C'est comme ça qu'il me l'avait dit. Il n'y a pas de quoi rougir sur Méandre. Mais est-ce que ça leur a pas coûté plus cher en promo quand je vois les tarifs que je demande? Non, mais de manière générale, avec la pub Facebook et tout, je sais pas si c'est là, pas, si, tu vois, avant de produire, s'ils sont pas déjà revenus à zéro avec le coût en promo, quoi. C'est vrai que déjà, il faut savoir que Nix demande à peu près 10 fois la somme qu'ils ont engrangée, donc... Ouais, c'est ça. Je suis à 2K jours à peu près. 2K par jour de travail, sachant que je travaille 1 à 2 heures par jour. Tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied parce qu'effectivement moi je voulais entre autres parler de l'aspect visuel parce que quand tu regardes la boîte tu t'attends à un jeu hyper thématique, hyper coloré avec des monstres un peu classe, assez charismatiques et finalement les tuiles sont assez quelconques et finalement ça donne plus l'impression d'un jeu purement abstrait qu'autre chose et Je te coupe juste là-dessus une seconde. Sexy. Ouais, désolé, juste parce que ça vient de... Quand tu prends du recul, là, que tu regardes cette image qu'on a là, un aperçu de la table du jeu, les éléments les plus réussis, c'est-à-dire les cartes monstres, t'en as que 4 par partie, en fait, elles sortent pas... Tout ce que tu vois, c'est surtout des couleurs, tu vois? C'est-à-dire que les aspects réussis sont moins nombreux que les aspects juste couleurs, quoi. Là, tu vois, quand tu regardes ça, tu dis, merde, il n'y a pas grand-chose, en fait. Elle vend pas grand-chose comme rêve, cette image. Voilà. Excuse-moi d'avoir interrompu. Ouais. Non, mais effectivement, je suis d'accord avec toi et ça me donne l'impression d'un jeu abstrait et je suis pas très très fan de jeux abstraits, donc effectivement, ça attire pas outre mesure mon regard, alors que la boîte elle-même, elle le faisait plutôt bien pour le coup. Après, bon, autre raison évidente, il n'est pas paru dans le menu crowdfunding, donc déjà 150 backers de moins. Le faiseur de roi. Évidemment. Non, mais effectivement, c'est ma grande faute, c'est ma très grande faute, mea culpa, mea maxima culpa. Je check que Kickstarter Game Fin, du LUL et Backer Kit, et du coup, ça, c'est passé complètement en dessous de mon radar, alors qu'on en avait parlé ensemble. Donc ouais, voilà, quand tu vois ça, là, l'image de l'explication des règles, et que tu regardes, ou même ça, là, d'ailleurs, hein, le truc joueuse, là, et que tu regardes le gif d'animation de présentation du jeu, t'as l'impression de, tu sais, la bande-annonce de jeux vidéo où t'as des scènes de cinématiques et quand tu lances le jeu, c'est tout pixel, quoi. Ah, en in-game, c'est pas du tout la même chose. C'est ça, ouais. Bon. Après, il est pas voilà, il y a une revue à aller voir, il est pas inintéressant, très loin de là, il y a même des mécaniques assez sympas. Là, on dit du mal parce qu'on tape toujours sur les ânes morts, hein, c'est plus rigolo. Mais, encore une fois, je renie pas ma review qui était une bonne review, au-delà de ces problématiques d'abstraction. Voilà. Et si on voulait vraiment taper sur un cheval mort, est-ce qu'on le ferait pas avec des Skix?
C'est nul, putain. Qu'est-ce que c'est que cette Oui, transition? c'était vraiment pas terrible là pour le Non, coup, hein. c'était pas terrible. On va quand même parler de Skix. Alors Skix, c'est la découverte. C'est toi, Kevin, qui me l'a fait découvrir dans ton menu crowdfunding, parce que ça, par contre, un contributeur t'a baqué entre-temps. Ça fait quand même 15 jours qu'il était à 13. Et là, d'un coup, si on était en direct, tu dirais que c'est un 14. viewer, mais... Donc Financement Skix, ce soir. oui, voilà. Skix, c'est toi qui me l'as fait découvrir. On va renvoyer à ton menu crowdfunding de la semaine dernière. C'est ça, la semaine dernière ou la semaine d'avant? Ouais, Semaine semaine dernière, dernière, je crois. hein, pour voir le petit le peu qu'on avait été dit, parce que finalement voilà, j'ai fait le tour de la page, il n'y a rien dessus. Donc Skix, il en est à 14 contributeurs, il a été à 13 pendant une semaine. Évidemment, ça financera pas, c'est français. Juste ouais, est-ce que toi t'avais... J'aime bien parce que la façon dont c'était construite ta phrase, peut-être l'absence de la virgule, ça financera pas, c'est français. J'ai l'impression que c'est un lien de causalité, tu sais. Alors comme c'est ma rubrique et que je fais ce que je veux, encore une fois, je te donne les quelques éléments auxquels moi j'ai pensé, et puis après je te laisserai bien sûr rebondir sur tout ça. Alors déjà, je trouve que le nom est pas fou. Non. C'est rigolo de faire je sais plus comment ça s'appelle cette forme. Cette Ah oui, façon comment ça s'appelle déjà ça? C'est pas le palindrome, c'est Je le... me Bon, demande bref. si c'est pas ça, ouais. C'est ça? Je sais plus. Bon, en tout Il cas, me c'est semble rigolo, que c'est c'est ski ça. et puis ski à l'envers, tu vois. Bon, voilà, c'est Ouais. ça, pourquoi pas. Alors, il y a plusieurs erreurs, parce qu'on en est là, la parenthèse toxique aujourd'hui, c'est sur toutes ces erreurs qu'il est insupportable de voir en 2025. Je trouve ça vraiment insupportable, parce que quand tu fais tes devoirs, tu les fais pas. Donc, Skix, sur GameFound, qui est déjà pas la plus grosse plateforme en termes de visibilité, même si ça Ouais, évolue, même si première ça erreur évolue. déjà GameFound, ouais. Voilà. Donc, c'est pas idéal, en tout cas, quand on part de rien. C'est encore moins, je trouve, idéal quand tu es sur du familial français. C'est pas la plateforme pour ça. Et c'est... alors, parce que tu vois, bon, j'ai pas... Les règles, elles sont pas données sur la page, mais ceux qui ont regardé la vidéo de Ludochrono disaient... J'ai vu un commentaire qui disait « ça me fait penser à un 1000 bornes un petit peu amélioré ». Donc, tu vois, on n'est pas du tout sur le public de GameFound, quoi qu'il en soit. C'est peut-être un des rares cas où j'aurais trouvé Ulule plus intéressant. Et sinon, bah, pourquoi Ouais, pas moi aussi. Kickstarter, en fait. Mais Je me suis fait la même réflexion. ouais. Pour une fois, tu vois, pourtant, je suis pas un grand fan d'Ulule, hein, en termes de potentiel de succès. Mais là, pour le coup, ça collait vraiment. Alors, il n'y a pas de nom d'auteur. En tout cas, moi, je l'ai pas trouvé. Il y a les illustrations, ok. Il n'y a pas de nom d'auteur. Tu l'as dit dans ton menu crowdfunding, il n'y a pas de gameplay. Il y a quelques mots là, mais en fait, a priori, de gameplay, il n'y en a pas si c'est un billboard. En tout cas, ils le disent même pas. Il y a des photos qui en plus sont pas super jolies, on les voit ici. Enfin, ça vend pas du rêve, c'est des photos de téléphone en fait. Si t'as que ça à montrer, c'est que t'as quand même pas fait tes devoirs, encore une fois. Et moi, la grosse dinguerie vraiment que je trouve, on parlait de mes salaires mirobolants, c'est ça. C'est que leur plan com, c'est Ludochrono. Et je dis pas que c'est une mauvaise idée, attention, bien évidemment, on va pas taper sur les copains de Ludovox. Ce que je veux dire, c'est que Ludochrono, c'est en France, pour ceux qui le savent pas, plutôt le haut de gamme. Parce que c'est calibré, c'est populaire, etc. Donc c'est quand même des vidéos qui ont un certain coût, un coût qui est complètement expliqué, hein, qui est complètement justifié, mais c'est des vidéos qui ont un coût. Et je pense que tu peux faire facile 3-4 reviews de Nix avec une vidéo de Ludochrono, à peu près, j'exagère peut-être un poil, mais tu vois, en tout cas, tu peux en faire plusieurs. Or, Ludochrono, c'est rarement ce qui va aller chercher les gens. Aujourd'hui, Ludochrono, ça va être du biais de confirmation ou de la confirmation tout court de ce jeu de matière, mais j'aimerais bien voir comment il se joue, ou bien je viens de le recevoir et j'ai envie de voir vite fait comment il se joue pour avoir un aperçu. Ludochrono, c'est surtout ça, et c'est pas les diminuer que de dire ça. Concrètement, parce que là, ils font énormément de vues. Quand j'avais regardé, c'était à plus de 2000 vues sur cette vidéo-là. 2000 vues, 14 contributeurs, tu vois. Ils sont pas là pour faire baquer, ils sont là pour que tu comprennes le jeu. Donc, je suis pas sûr qu'il soit un facteur d'appel d'air, mais plutôt de rationalisation, de preuve de sérieux. Il y a une vidéo Ludochrono, ça montre qu'on peut y jouer, que les règles sont solides et qu'on peut les expliquer facilement. Donc, pour moi, la folie, c'est d'avoir tout misé sur cette vidéo-là, qui, encore une fois, tout aussi qualitative qu'elle soit, n'était certainement pas le meilleur choix. Quand tu pars de nulle part et que personne te connaît, je pense qu'il aurait mieux fallu essaimer, même sur des petits ou des plus petits influenceurs, ou créateurs de contenu, histoire de répandre un petit peu le mot et d'y aller avec ton design qui est pas dégueu, que de tout miser là-dessus, en fait. Voilà, c'est mon avis. En plus, t'as qu'une vidéo, donc ça fait bizarre quand tu cherches Skix, tu ne vois qu'une vidéo, et finalement, c'est jamais bon signe. Comme quand il y en a trop, quand il n'y en a pas assez, c'est jamais bon signe. Voilà. Et puis, donc, alors, le dernier truc qui, moi, me choque un peu, c'est que finalement, ils laissent mourir cette campagne. Ils ont donc fait une semaine à 13. Ils ont jamais bougé de 13. Ils viennent de passer à 14 contributeurs. Eh ben, il y a même pas un update. C'est-à-dire que le legacy éventuellement que tu laisserais pour la suite, l'héritage que tu laisserais, il est néant. C'est-à-dire que c'est presque un peu pensé à un scam, en fait, à une arnaque, hein. Ils ont tenté, ça prend pas. Ils remballent et ils se cassent. Et ça, c'est dommage. En même temps, comme il n'y a pas de nom d'auteur et que le nom de l'éditeur, c'est le nom du jeu, c'est un peu un truc, ils avancent un peu masqués. Mais ils ont pas désir de communiquer avec eux. Ils ont juste essayé de gagner de l'argent et ça n'a pas marché, ils sont partis. Il y a aucun... Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'amour dans ce jeu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais t'as soulevé après tous les points que j'aurais pu également mentionner.
Effectivement, déjà le choix de GameFound, moi c'est finalement le truc le plus évident qui saute le plus au regard, même s'ils ont fait l'effort de faire une page en français, une page en anglais sur GameFound, c'est déjà ça, mais effectivement ce qui est un peu dommage, c'est qu'en plus le jeu visuellement est pas vilain, la thématique est plutôt mignonne, bon on n'est pas le cœur de cible, c'est un jeu très très familial pour le coup, mais c'est pas vilain, c'est un petit style un petit peu dessin animé, qui est pas forcément ma came, mais qui a un certain charme malgré tout. Le fait de passer par Ludovox, effectivement, c'est une très bonne chaîne, mais c'est pas la chaîne vers laquelle tu t'orientes en premier pour faire du crowdfunding, a fortiori si c'est la seule que tu choisis pour agrémenter ta campagne. Donc ouais, c'était vraiment pas le bon plan. Et comme tu l'as dit à 2-3 reprises aujourd'hui, bah c'est une, comment dirais-je, une preuve, s'il en faut, qu'ils ont pas vraiment fait leur devoir, quoi. C'est ce qui me fait halluciner en fait, de voir qu'aujourd'hui des gens font pas leur devoir. Alors eux, je sais pas d'où ils viennent, ça se trouve c'est que c'est des amateurs et on peut pas leur taper dessus à bras raccourcis. Sur Méandre, je serais un peu plus critique. Encore une fois, bon, Dan, c'est quelqu'un que j'apprécie. Je veux pas lui enfoncer la tête dans l'eau, mais je suis surpris de voir qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Surtout pour Skix. Là, j'ai plus vache avec Skix quand même. Dans un milieu aussi concurrentiel et aussi cruel financièrement, parce que mine de rien, dans un cas comme dans l'autre, t'as investi des sous, quoi. Et ça m'étonne que tu te demandes pas si ça... Enfin, il y en a qui pensent que l'argent est magique et que GameFound est magique, en fait. Le jeu de société est magique. Ouais. Parce qu'il y en a qui réussissent. Je pense que c'est des gens qui ne voient, peut-être qui sont moins connectés que nous, qui ne voient que les gigantesques succès, qui ne voient que les Awoken Dreams ou les trucs comme ça, les Opus Bakery, et qui se disent, mais tiens, pourquoi pas moi, en fait? Ouais. Je trouve que c'est du gâchis, du talent potentiel, et dans les deux cas, ça me désole. Plus pour Méandre, parce que Méandre, parce que le jeu, je sais ce qu'il vaut. Là, bon, là, ça reste du gâchis de temps, et peut-être que le jeu méritait mieux, j'en sais rien, ou de mériter de trouver son public, en tout cas. Mais j'aime pas ce côté, bon bah ça marche pas, je me casse, tu vois. Ce côté, la page morte au bout de 2 jours, moi ça me... Ça en dit beaucoup de... Alors on saura pas qui c'est, hein. Ça en dit beaucoup des gens qui sont derrière ça, et je trouve pas ça très très joli, quoi. Je trouve que, après c'est perso, hein, mais la moindre des choses, même si ta campagne se ramasse, et c'est ce que l'immense majorité des gens font aujourd'hui, ils communiquent, ils disent ça marche pas, pourquoi ça marche pas, ou donnez-nous votre avis, et puis ils ferment le projet. Là il va même pas annuler la campagne, je pense qu'il va la laisser crever. Et c'est pas joli. Donc c'est pas beau. Voilà, c'est tout. Ouais, je suis assez d'accord. Ok. Bah, écoute, Kevin, tu vois, on est presque à l'heure, hein, avec tout ça. On avait, alors n'hésitez pas à donner de votre avis en commentaire si vous le souhaitez. On a une réflexion sur la durée de l'émission qui va alterner entre 1h20 et 2h15-20 selon les fois, et selon aussi la présence de Xavier ou d'invités. Je sais pas où est le juste milieu pour vous. Je pense que chacun voit midi à sa porte. Là, on avait décidé de réduire un petit peu les premières parties où on parle de nos jeux, pour pas vous assommer avec ça, et plus aller sur des débats ou des choses plus de fond comme ce qu'on est en train de faire actuellement. Voilà, si vous êtes encore là, si vous en êtes encore là dans l'émission, si vous êtes encore là à ce moment-là, votre retour nous intéresse. Je ferai pas de sondage parce que ça n'est représentatif que des gens qui le voient passer sur YouTube. Mais je suis preneur de vos avis. Et on va passer au débat, un débat bijambial à deux jambes. J'aurais essayé. Ok, on va laisser tomber cette idée. Donc un débat un petit peu en deux parties, mais ce côté, voilà, les éditeurs qui se lâchent et qui se sentent peut-être un petit peu trop à leur aise. Et ça vient, c'est assez marrant, on va attaquer, si tu veux bien, avec Forsaken. Ça vient finalement de le fait que je t'ai relancé complètement par hasard le mois dernier sur ce jeu en disant, mais au fait, Forsaken, le fameux jeu de Game Trace, qu'est-ce qui devient ? Game Trace. Et on est venu à en parler comme ça, sauf qu'entre-temps, que s'est-il passé ? Bah, il y a eu des news, ouais, effectivement. Bon, Forsaken, ceci dit, on parlait tout à l'heure de manque de information, de manque de mise à jour. Là, pour le coup, c'est pas quelque chose pour lequel on peut les blâmer, parce que pour cette campagne qui a eu lieu, je crois, en 2022 ou 2021, 2021, je crois, même si mes souvenirs sont bons. 2022. Fin 2022. 2022. Ouais. Pour une campagne qui avait eu lieu donc, il y a 3 ans et demi, ils avaient été assez réguliers en postant en général une news par mois approximativement, mais effectivement on était sur un jeu qui devait théoriquement être livré en fin 2023, donc déjà il y a 2 ans, beaucoup de retard. Alors bon, parce que à l'époque, et je reviendrai là-dessus un peu plus tard, à l'époque, les retards d'1 an, 1 an et demi, parfois même 2 ans, c'était vraiment monnaie courante. C'était pas surprenant d'avoir 1 an de retard. On pouvait même aller jusqu'à se dire que pour un projet aussi imposant que Forsaken, 1 an de retard, c'était plus ou moins le minimum qu'on pouvait attendre d'un projet comme celui-ci, j'ai envie de dire. Donc c'était pas surprenant.
Ensuite, il y a eu un gros souci parce que une partie des éléments visuels qu'ils avaient utilisés pour le proto et qui étaient censés être définitifs a fait l'objet d'un litige qui a dû aller en procès, hein, en justice. Finalement, ça s'est terminé, mais ça a pris finalement pas loin de 6-7 mois, si mes souvenirs sont bons, quelque chose comme ça. Le litige a été résolu, donc ils pourront utiliser les visuels comme on leur semble finalement. Mais pour autant, c'était quand même pas la fin des soucis. D'ailleurs, même celui qui était en charge du projet chez GameTrace s'est barré en cours de temps, hein, enfin en cours de projet, disons. Il y a quoi, 6 mois, 1 an, il nous a annoncé que il quittait la compagnie, mais qu'il voulait tout de même aller jusqu'au bout, jusqu'à la livraison du projet au backer, malgré tout, parce qu'il se sentait impliqué dans le truc. Donc c'est lui qui continuait à écrire les actus mois après mois, malgré son départ. Et puis là, il y a une semaine approximativement, il a publié ce qui était finalement sa dernière actu de la campagne, en disant finalement non, désolé, je me barre. Et effectivement, comme Nix l'a dit un petit peu en début de vidéo, en introduction de la vidéo, il y a eu un petit peu de linge sale lavé en famille, puisque bon, même si disons qu'il jette pas totalement la pierre, il jette pas un seau de pierre, mais il lance quand même 2-3 cailloux à son patron. En disant que bon, il était pas hyper sérieux, qu'il était pas toujours hyper digne de confiance, qu'on lui disait ça, on manque quelques infos à ce niveau-là, et qu'il avait pas forcément de réponse dans des délais satisfaisants et acceptables, et que du coup, il se sentait plus, comment dirais-je, en capacité de faire le relais véritablement. Je te coupe une seconde pour ajouter une petite précision, en tout cas de ce que j'ai compris. J'ai l'impression aussi qu'il va dire que aujourd'hui le projet il est un peu gelé à cause de problèmes de droits de douane, de frais, etc. En tout cas, c'est ce qui avait été annoncé, je sais plus dans quel des news, tu retraceras peut-être le film mieux que moi. Mais ce qu'il a dit dans cette date d'octobre surtout, c'est que à un moment ou à au moins un moment, le jeu aurait pu sortir. Le seul élément qui manquait pour que ça sorte, c'était les traces dont le patron était responsable. Et que, en gros, le discours, c'était aujourd'hui, ça peut plus sortir. Ça aurait pu à un moment, à un détail près, c'est que lui ne faisait pas son taf. Donc c'est pas un saut de caillou, mais il y avait quand même ce truc qui était assez grave de si lui avait fait son taf, aujourd'hui, le jeu, vous l'auriez. Oui, effectivement, c'est vrai. Alors, faut savoir que pour ceux qui éventuellement tomberaient sur la vidéo un peu par hasard, sans trop forcément être très intéressés par l'univers du crowdfunding, etc., ou parce que vous êtes un peu nouveau dans le milieu, GameTrace, à la base, c'est pas des créateurs de jeux, c'est des créateurs d'inserts de jeux, donc d'inserts de plastique qui facilitent un peu le rangement, l'installation d'un jeu, et ils s'étaient donné pour mission de créer un jeu de A à Z avec leurs composants hyper déluxifiés. Et Noah, le patron de GameTrace, c'est lui qui était en charge du coup de faire tout ce qui est composants et donc tout ce qui est aspect GameTrace justement du jeu. Et effectivement, on voit encore beaucoup de campagnes sur Kickstarter, sur GameFound qui ont des GameTrace. Récemment, on a eu par exemple Galactic Cruise par exemple, mais il y en a bien d'autres. Et donc c'est pas une compagnie qui manque de travail très clairement. Et peut-être que le Noah, qui est un petit peu, je sais pas si c'est un mec tout seul, mais ils doivent pas être très nombreux dans l'équipe de GameTrace. À mon avis, il est un petit peu submergé par les demandes de GameTrace qu'il doit produire pour d'autres jeux et qui ont la priorité parce que c'est pas son jeu à lui, enfin c'est pas ses jeux à lui. Et du coup, je pense que Forsaken a été un petit peu relégué dans les priorités malheureusement, avec ce petit litige judiciaire qui peut-être avait un peu bon dos. Et du coup, ils ont pris, je pense, encore plus de retard à cause de ça. Mais il se trouve que finalement, donc, le fameux Noah a pris la relève avec 2 actus consécutives en l'espace de quelques jours pour dire que si, le projet est toujours sur les bons rails et qu'on devrait théoriquement avoir la fameuse white box, donc la pre-production copy, comme on l'appelle aussi parfois, donc la dernière copie prototypale quasi aboutie, quasi finale, que l'on reçoit avant de lancer la mass production. Donc normalement, on devrait quand même pouvoir recevoir Forsaken l'année prochaine si tout se passe bien. Mais bon, il y a encore un bon bout de chemin à parcourir pour en être totalement sûr. Mais a priori, j'ai quand même tendance à faire confiance à GameTrace. Pas pour ces jeux parce que ce sont premiers, mais par la renommée qui est la leur pour leur autre aspect professionnel.
Ouais, ce qui m'étonne, peut-être pour finir sur une douce note, puisqu'on n'est plus dans la catégorie parenthèse toxique, c'est que on a déjà vu, j'ai pas réussi à retrouver, j'ai pas cherché des heures, mais il y a déjà eu des dramas comme ça avec des comptes qui avaient été utilisés pour laver du linge sale de manière même peut-être un peu plus virulente. Moi, j'avais trouvé quand même que donc le fameux Mike avait été assez dans le respect, mais tu vois, assez offensif dans ce qu'il a dit. Mesuré. Ouais. Mm. Et Noah, la réaction est tout à son honneur en disant bon, c'est vrai, il y a eu des loupés. Il n'a pas effacé son message, il aurait pu bloquer Ouais. son accès à Kickstarter. Il a assumé, tu vois, il a bombé le torse. Et bon, ça excuse pas tout. Faut avouer, n'est qu'à moitié pardonné, et peut-être moins même en l'état actuel. Mais j'étais surpris de sa réaction qui est plus saine peut-être que moi je m'attendais à un drama de fou avec verrouillage du compte Kickstarter, suppression du truc et tout. Et finalement, bon voilà, ça se fait. Il y a des soucis, mais bon. Ouais, et puis c'est peut-être une réaction plus saine et qui sera mieux vue par les backers que Probablement, s'il ouais. n'avait vraiment bloqué Oui. l'actu de Mike, etc. Donc je pense qu'il a fait le bon choix. Il a peut-être un petit peu serré les dents, j'imagine. Mais ouais, en tout cas, c'est peut-être le bon choix qu'il a fait, je pense, malgré tout. Et on voit que le projet reste quand même en l'état, sur les bons rails a priori. Ouais. Pardon, oui. D'après eux, puisque Le bon, les bons problème rails, ça étant fait un moment que. oui, voilà. C'est des Ouais. rails qui sont un peu, chaotiques malgré tout, qui sont pas forcément, très très égales. Il y aura forcément un petit peu de heurts, de de chaos, mais a priori, ça devrait quand même aboutir. Mais le problème étant, et je l'avais déjà mentionné lors de la dernière, mention du jeu qu'on avait faite, sur, un précédent numéro du podcast, c'est que pour un projet qui était théoriquement livré en 2023, backé en 2022, heu, les profils de joueurs évoluant, les emplois du temps évoluant, les Oh, groupes de joueurs évoluant, heu, je sais plus si j'ai très envie d'y jouer moi à Forsaken. t'es en train de me faire une de ces transitions. Je pourrais t'embrasser là tout de suite. C'est exactement ce que je voulais que tu me dises. Et c'est exactement le sujet de cette deuxième jambe du truc. Je vais parler d'un éditeur que j'adore pour dire que j'en ai marre. Donc, c'est quand même assez rare. Prenez du popcorn. On va parler d'Orange Nebula et de la nausée que j'ai eue en lisant leur dernier update. Orange Nebula, qui est connu pour Vindication, j'en ai fait pas mal de vidéos, il n'y a pas que moi. Unsettled, évidemment, le meilleur jeu du monde. Non, attends, je vais arrêter de dire ça à chaque fois. Je dis ça pour plaisanter, bien sûr, mais un très très bon jeu qui a même réussi à convaincre Kevin, par exemple, qui est pas très jeu dans l'espace et qui a convaincu à peu près tous les gens à qui moi je l'ai fait essayer. Bref, un éditeur qui s'est taillé une réputation du lion assez rapidement, en assez peu de jeux finalement, Ouais. et qui a financé Spiritfire en 2023 ou je sais plus. Et puis, un petit peu à l'image de ce qu'ils ont toujours fait, ensuite, ensuite plus grand chose. Alors attends, campagne, on va Le voir quand ça a flou, été financé déjà. le flou artistique. Le Felou. Tiens, Ivy Studios, ils financent. Ouais, 1000%. Oui, bah oui, Ouais, bonjour, c'est bon, ouais, c'est bon. on en parlera dimanche. Ouais, bah oui, oui. Bon, la page est cassée. La page est Qu'est-ce qui se pétée. passe sur Kickstarter? Bon, tant pis. Ah, ça y est. Ah, 1 million. Donc ils font 1 million. Sachant qu'ils sont quand même assez habitués du million. ouais. Et donc 2023, Mais tu là, vois. 1 million pour un jeu très atypique pour le coup, hein. Pour un jeu très atypique, où il faut une boîte par joueur en plus, même s'il se joue en solo principalement. Bref, Mmh. voilà. Et aujourd'hui, il y a une update qui est sortie là il y a quelques temps, il y a quelques jours, au moment où on enregistre cette émission. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai encore vraiment envie d'y jouer? Alors oui, un peu, mais est-ce qu'il colle encore aux attentes que j'en ai? De moins en moins. Et est-ce que ma hype est encore là? Alors là, j'ai envie de dire de moins en moins en moins. Et ça me fait penser un petit peu à certains. Alors même si eux, ils n'ont pas cette problématique-là, et je ne pense pas qu'ils aient de problème, hein, mais le problème des jeux vidéo qui accouchent dans la douleur et dans la lenteur. On parlait une fois de Duke Nukem Forever, ou bien le fameux Vampire The Masquerade 2, qui n'en finit pas de sortir. Là, il va sortir, mais il a été recommencé 3 fois. Souvent, c'est des jeux où tu vas user à la longue la fanbase qui était intéressée au départ. Tu vas garder des gens, tu vas en retrouver de nouveaux entre temps, mais ce sera plus la même chose. Et à force de faire traîner, c'est devenu ça. Alors, il y a quand même, bon, et puis attention, je prends avec des pincettes aussi, parce que d'une part, ils n'ont pas de problème, eux, de développement, et puis ils ont une fanbase de fou, Orange Nebula.
Les projets en retard, bien sûr, c'est la norme. C'est la norme depuis toujours. Il y en a à qui ça plaît pas. Il y en a qui ont appris à s'en accommoder. Il y en a il y a des éditeurs qui l'ont institutionnalisé. On pense à Woken Dreams. Mais si on parle de Woken Dreams, de manière générale, dans l'immense majorité des cas, on sait à peu près comment ça va s'organiser. On sait que la première année, il y aura du dev. On sait qu'ensuite, ils vont envoyer les vagues anglaises. Ensuite, il y aura un an de plus pour les trades. Même si c'est pas dit, ces retards-là, il est rodé, il est, entre guillemets, relativement acceptable dans le sens où c'est pas non plus 5 ans de retard. Et bon, voilà, on s'y fait, on sait à peu près dans quoi on met les pieds, même si encore une fois, on peut discuter de l'honnêteté intellectuelle des délais annoncés. Sauf que Orange Nebula, il a, depuis déjà, c'est pas sa première campagne, mais là, il pousse ça au maximum, il a poussé vraiment le concept de plus en plus loin. Ils ont, évidemment, on l'a dit, du talent. Ils ne sortent que des tueries à chaque jeu. Ils sont admirés à raison par une grande partie de la communauté. Et on a l'impression que c'est devenu, du coup, que ça les a poussés à une espèce d'excès de confiance que je trouve, moi, assez dégoûtant à la longue et qui les rend même un peu bizarres. Je me souviens d'un live qu'ils avaient fait, alors ça doit remonter à l'année dernière, où en fait, ils annonçaient des jeux, ils parlaient de leurs jeux, etc. Et on voyait qu'ils n'en avaient strictement pas grand-chose à faire. Je me souviens qu'il y en a une qui mangeait en même temps, elle parlait la bouche pleine. C'était, tu sais, quand tu vas être trop cool, à un moment, t'es plus cool, en fait, tu vois. Si je suis là en train de rôter au micro en parlant, en disant, ouais, je suis cool, je m'en fous. À un moment, c'est plus si cool que ça et ça devient un petit peu grotesque. C'était l'image que j'en avais eue, cette espèce de décontraction à l'extrême. Et il y avait beaucoup de private jokes aussi. Bref, j'avais pas aimé. Et donc, ils continuent. Alors ça, c'est vraiment leur grande force. Ils font partie de ces éditeurs qui te font vraiment des dev diary, mais pas en mode, aujourd'hui, j'ai dessiné une carte. Ils vont te donner la réflexion. J'ai déjà cité de nombreuses reprises dans de précédentes émissions des passages de ces dev diary parce que je trouve qu'ils apportent vraiment une lumière sur la façon de développer un jeu de société aujourd'hui. Sauf que, alors, est-ce que je vais le retrouver? J'en suis pas certain, mais dans celle-là, à un moment, ils te disent, ouais, alors, ce que vous attendez tous, évidemment, ouais, voilà, c'est ça. C'est une date de livraison, et vous avez raison, mais vous en faites pas, la date de livraison, elle arrive. Et j'ai envie de te dire, gars, la date de livraison, elle est écrite là, décembre 2024. Qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui, elle arrive? Ça veut dire quoi, elle arrive? C'est-à-dire, en fait, ils ont même pas suffisamment de pression pour se dire que cette espèce de délai tacite d'un an de plus qu'on donne à tout le monde, eux, ils le prennent même pas pour acquis. Pour eux, en fait, c'est, bah, écoutez, on vous rappellera. Et je trouve que ça va trop loin, en fait. Déjà parce que ça va être trop long, parce que eux, on sait qu'ils prennent leur temps. Et cette décontraction, ce retournement en fait de la charge, pas de la charge de la preuve, tu vois, mais c'est maintenant au backer de supplier d'attendre le bon vouloir de l'éditeur qui dira bon écoutez, on sait que vous attendez ça, on y travaille. Encore une fois, on vous rappelle. Je trouve ça absolument hallucinant. Aujourd'hui, donc parce que ce jeu-là était quand même vendu comme un jeu relativement terminé, ils en avaient peu montré de gameplay, parce qu'ils avaient voulu cultiver le mystère pendant la campagne, mais en attendant, ce que tu vois là, c'est encore ce dont ils parlent aujourd'hui, tout le système avait l'air d'être là, alors qu'en fait, on se rend compte qu'on avait qu'une sorte d'ébauche, avec un bon infographiste derrière, et j'ai envie de te dire, aujourd'hui, tu prends un éditeur, un auteur, un primo-auteur, qui est pas connu, qui lance un projet aussi peu développé que, a priori, Spiritfire l'était au moment de la campagne, il fait pas 3 bacs, en fait. C'est juste que là, ils avaient un super infographiste, et une bonne équipe pour faire des vidéos de lancement. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Certes, c'est censé être le cœur du financement participatif de développer des idées, mais là, je trouve qu'on prend le problème à l'envers, et le projet est quand même censé être un minimum avancé et crédible avant qu'on le propose aux backers. Et je me souviens qu'il y a des gens qui m'ont dit, Nix, Adrien, tu backs ce truc-là parce que t'es un fanboy, mais t'as aucune idée de quoi tu backs, ils ont rien à te vendre. Et ben aujourd'hui, je me rends compte que ces gens-là avaient raison. Je suis convaincu que le jeu sera génial à la fin, mais me rendre compte qu'en fait, ils m'ont vendu des infographies. Venant d'eux, tu vois, ça me fait un peu mal. Et le fait qu'ils soient même pas, en fait, ce qui est en fait, c'est qu'ils sont même plus gênés de te le dire. Ouais, bah, on essaie de voir pour la date de livraison, bougez pas. Voilà, je n'arrive pas ça ne passe pas pour moi. Ils ont une manne financière quand même redoutable. Ils vendent pas mal de merch d'add-on, y compris pour Unsettled, un peu en mode Ivy Studio. Donc, ils auraient très bien pu développer un peu plus ce jeu avant de le lancer, plutôt que de le lancer dans ce stade micro-embryonnaire. D'autant qu'ils ont fait une espèce de midi vindication entre temps. Ouais. Et je me demande si on n'arriverait pas à une sorte d'Oneb Orange Nebula à 2 vitesses, avec un gros jeu tous les 5 ans qui est mal livré, et puis se rincer sur des espèces de remakes de jeux qui existent déjà et de merch. Et c'est ce qui a fini par me fatiguer Ivy Studios aussi, y compris donc la boucle est bouclée, cette espèce de suffisance et ce fait d'être plein de soi-même, comment dire en anglais, un full of themselves, qui, à mon sens, alors je sais qu'aux États-Unis ils adorent ça, mais alors ici, je peux vous dire que dans le Pas-de-Calais, on n'aime pas ça. Voilà ce que j'ai à en dire, et je suis sûr que tu as aussi un petit mot à dire là-dessus, au moins un petit mot en tout cas. Alors un petit mot, bah ouais, très brièvement pour dire que bah je suis bien content de pas l'avoir backé.
Tiens, tu vois c'est tout ce que t'as dit. Pour ceux qui écoutent en podcast, Nix vient de me ratiboiser le fondement avec un gros doigt du milieu. En fait, je suis très très fan de Orange Nebula. Vous le savez, si vous avez regardé le top 50 récemment qu'on a fait sur la chaîne des Ludovores, Unsettled et Vindication sont tous les deux dans mon top 10, donc ouais, je les place très très haut dans mon cœur. J'adore l'heure de jeu, et quand j'avais vu Spiritfire, j'avais été particulièrement marqué à l'époque déjà par le côté très nébuleux, lol, de la campagne. On savait pas exactement ce vers quoi on s'orientait. Et d'ailleurs, c'était déjà les retours de quelques créateurs de contenu à l'époque. Ils disaient, bon, ça a l'air vraiment cool. Il y a pas mal de vraiment bonnes idées, mais on n'est pas très très bien sûr de comment vous présenter le jeu ou de ce vers quoi le jeu veut nous emmener. Et en plus de ça, bon, c'était quand même un jeu qui semblait être orienté quand même principalement solo, Ouais. qui exigeait que vous achetiez une deuxième copie du jeu pour y jouer à 2, voire une autre encore pour jouer à 3, ce qui tendait un petit peu au ridicule parce que la boîte de base était quand même aux alentours de 100 €, quelque 100 chose balles, comme ça, ouais. si mes souvenirs sont bons. Donc même si j'aimais beaucoup l'éditeur et que comme toi, j'étais persuadé que au final, il y aurait un super jeu derrière, parce qu'il y aura très probablement un super jeu derrière, quand je vois ce que ça devient pour l'instant, je suis content de pas y être allé, d'autant plus que je suis encore moins joueur solo maintenant que je ne l'étais à l'époque. C'est ça, c'est ce côté, est-ce que les attentes... Parce que là, il est pas prêt d'être livré, il est pas fini. Et alors, je fais juste une parenthèse, parce que c'est un truc qui vient de me sauter aux yeux. Dans ces cas-là, mets-toi à la place du mec qui a pris un retailer pledge, un retailer Ouais, qui a avancé sur sa trésorerie, et qu'on lui dit, ouais. écoute, on verra bien quand on t'envoie le truc, c'est pas notre priorité. Je Est-ce que serais la fou. boutique sera encore en vie? Non mais, est-ce qu'elle sera encore là? Et puis, tu sais comment ça marche, surtout alors aux États-Unis, c'est peut-être différent, mais les boutiques de jeux de société en France n'ont pas forcément une trésorerie limitée. Souvent, ils sont obligés justement Bien sûr. d'avancer, tu vois. Et est-ce que t'as mis, je sais pas, 1000 balles là-dedans parce que t'y croyais à mort? Est-ce que tu te dis pas, putain, 1000 balles, maintenant, je suis un peu assis dessus. Et qui l'achètera encore ce jeu-là quand il sortira dans 4-5 ans? Parce que tu mises aussi sur une hype qui est en cours, même en sachant qu'il y aura un délai de livraison. Est-ce que ça se vendra encore dans X années? J'en sais rien. Voilà, c'était ma parenthèse. Ouais, moi je suis assez d'accord, effectivement, le retailer pledge à 400 $ minimum, j'imagine, parce que tu Bien y a sûr. moyen de mettre plus en fonction du nombre de copies que tu vas commander en réalité. Ouais, non, même si on parle des backers individuels, qui est encore peut-être même plus valable, pour les boutiques, c'est aussi un argument qui s'entend tout à fait, effectivement. Le retard, qui s'est institutionnalisé au fur et à mesure des années, même si, pour en revenir à ce que j'avais mentionné tout à l'heure, je pense que depuis 1 ou 2 ans, via le menu crowdfunding, j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus de campagnes qui semblent s'orienter vers des délais de livraison un peu plus réalistes que par le passé. J'ai l'impression de voir de moins en moins de campagnes qui annoncent des sorties genre dans 2 ans, ou des campagnes qui cette fois-ci ont des projets beaucoup plus aboutis d'ores et déjà, tu vois, qui sont Ouais. presque prêts à aller en prod. Ça me semble être un petit peu mieux depuis un an et demi. Enfin, tu vois, je reparcours la campagne avec mes amis viewers, hein, pendant que tu t'exprimes, et faisant ce chemin ensemble, je me dis, en fait, rien ne t'empêchait juste, au lieu d'être full of yourself et de dire ouais mais je suis beau et tout le monde le sait que je suis beau et je le sais que je suis beau, donc en fait, j'ai pas besoin de tu vois, il pourrait très bien dire attention, tout ça c'est encore en gestation, parce que quand tu regardes la page, tu dis ouais mais le jeu est prêt, en fait, tout est prêt là, tout est Mmh. absolument prêt, et juste tu vois un minimum d'honnêteté en disant comme d'habitude. On a beaucoup d'ambition pour ce jeu fonctionne bien, ils auraient pu dire dans une news, le jeu cartonne, on va peut-être vouloir voir plus loin. Mais non, en fait, ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Et c'est trompeur, et voilà, et j'aimerais quand même leur jeu, et je suis sûr que je l'aimerais quand même, tu vois, et je serais comme un fou quand je vais le Ouais. recevoir, bien sûr. Mais il y a des backers qui vont décéder avant qu'ils touchent qu'ils reçoivent le jeu qui va succéder à Ouais, Spiritfire, tu vois. Et c'est cultiver probable, ouais. l'attente, comme tout le reste, l'excès nuit, en fait. Et cultiver l'attente, cultiver le machin, ça a ses limites. Et je sais pas si... Après, tu vois, on a tort, parce que tu regardes Ivy Studios, ça fait quand même 1 an qu'on est un peu sur leur dos. Et là, on est sur le dos d'Orange Nebula. Ils ont quand même une fanbase américaine qui est inflexible. Tu vois, sur leur Discord, les mecs font des prières et tout, en mode chant grégorien. Donc, je pense que voilà, on a raison pour nous, mais peut-être pas pour la Terre entière. Ceci étant, je sais pas Bien sûr. si, je sais pas. J'aimerais bien parler à des créateurs de contenu américains, savoir s'ils sont tous aussi uniformément ravis de la façon dont ils abordent les choses, Orange Nebula.
Il y a vraiment un penchant culturel qui transparaît dans certaines campagnes, effectivement, qui sont pour nous un petit peu étranges, mais qui peut-être aux États-Unis sont beaucoup plus acceptables. Oui, c'est vrai que ça reste un éditeur qui, toi, tu vas le backer si tu veux, il y a pas de souci, mais c'est pas des mecs qui vont te faire 50 localisations, ils visent leur marché. Eux, comme Ivy d'ailleurs, Ouais. et c'est peut-être la recette du succès dans un monde aussi incertain que celui qu'on a aujourd'hui. Ce sont des éditeurs qui visent leur marché à eux. Et Eh si tu ben, veux, tu sais quoi? vas-y. J'étais surpris parce que justement, je parcourais un peu la page de la nouvelle campagne de Ivy pour préparer le menu crowdfunding de cette semaine. Et en bas de campagne, ils mentionnent que maintenant, ils ont une agence de localisation qui bosse pour eux, pour justement leur trouver des partenaires de localisation. J'étais assez surpris. Ah, c'est top. C'est top, d'autant que comme ils aiment comme le travail bien fait, je pense qu'ils n'iront pas chercher euh, l'autre là qui avait traduit Lens of Galdir. Je pense qu'en ils ont cherché des bons traducteurs, à mon avis. Je pense qu'ils iront chercher des gens parce qu'ils sont attachés à leur image de marque. Donc c'est une bonne chose, je pense, pour tout le monde. Et même si nous on en est lassés, il n'empêche qu'ils font des bons jeux. Est-ce que tu as encore un mot à ajouter là-dessus ou est-ce que je passe au petit clin d'œil de fin d'émission? Ah, alors sur ça spécifiquement, non. Donc je te Ok. laisse un clin d'œil et j'en ferai un autre. Oh, super. En réponse. À ce moment, j'ai eu des nouvelles indirectement de Lucky Duck ces derniers temps. Lucky Ok. Duck avec qui j'ai beaucoup bossé, vous le savez. Ensuite, ils ont été repris par Goliath. À ce moment-là, la personne qui gérait le contact avec les créateurs comme Kevin ou moi-même a pris du galon. Celle qui l'a remplacé s'est moins tournée vers moi pour des choix enfin, que j'en ai pas pris en ombrage du tout. Mais du coup, je suis moins l'actualité par défaut puisque je suis moins sollicité pour parler de leur projet. J'ai appris en tout cas par mail, par voie de mail, donc de mail général que tout le monde a pu recevoir, que un de leurs derniers jeux, Flames of Fafnir, avait été remake de manière assez conséquente. Et peut-être que même toi, tu le Mhm. savais pas, parce que vraiment, j'ai Non. creusé ça en recevant ce mail. C'est-à-dire a priori, post-campagne, plus que pré-campagne, si j'ai bien compris, il y a beaucoup de gens, y compris des créateurs de contenu, qui leur ont dit, votre truc, c'est quand même pas ouf. Et alors une campagne qui, on le voit, avait rassemblé 1300 contributeurs, 125 000 euros, ce qui est pas énorme pour du Lucky Duck. Non. On est loin de la grande époque. Alors que pourtant, il y avait un côté sympa. Alors certes, on le verra un petit peu plus bas, les persos sont assez génériques. Mais c'est un jeu basé sur la physique. Je trouve ça rigolo. Ça rappelle des jeux qu'on avait nous quand on était gosses et ça se fait moins maintenant. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment le cœur de cible de Lucky Duck? Souvenez-vous, dans mon interview PL de Monsieur Guillaume, Monsieur Guillaume rappelait l'attachement de Lucky Duck pour les jeux hybrides. Il disait que c'était leur Mm. cœur de métier. Et Fafnir, en l'occurrence, sauf grossière erreur de ma part, n'inclut pas d'application ou de choses comme ça. Donc il y a aussi peut-être une petite dérivation par rapport à ce qu'il faisait d'habitude. En tout cas, donc il a marché, oui, mais sans plus, sur des personnages un peu génériques. Un monde de dragons, c'est un peu générique aussi. Voilà. Et donc, ils ont dit, on arrête tout. Donc on reste sur le thématique des retards, on arrête tout et on reprend la copie. Donc on peut dire que c'est tout à leur honneur. On peut dire aussi Divinus a fait un bid monumental après des années de retard et ils ont peur de couler la boîte. Non, j'exagère, ils ont peur de peut-être créer trop de précédents de jeux décevants. Donc là, Mm. ils ont envoyé une lettre en disant voilà, on a revu. Alors, ils ont créé un mode full coop alors qu'avant il y avait forcément un traître. Ils ont revu, tu vois, il y a des éléments de gameplay qui ont été revus. Je suis pas assez expert pour en parler, je me suis pas penché sur le jeu, mais j'ai quand même l'impression, moi, quand je voyais ça, je me disais on est loin quand même de la grande époque de Lucky Duck, tu sais, qui t'envoyait du rêve à chaque sortie, tout le monde en parlait. Tout ce qui s'est fait depuis Chronicles of Crime et après ça, les Destinies et tout, c'était des jeux à l'époque qui avaient quand même une pré-hype et une hype continue en permanence malgré leur retard. Et là, on voit que bon, la hype s'est un peu éteinte, peut-être à cause justement de ces retards répétés, y compris et particulièrement sur leurs jeux maison, parce que sur leur localisation, ils sont généralement un petit peu meilleurs en termes de régularité et de fiabilité. Et hasard du calendrier ou pas, ce n'est qu'un clin d'œil, j'irai pas plus loin, je vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus ou me la donner en commentaire. Je vois qu'ils préparent et ils teasent quasiment dans la foulée de ce remake dans la douleur / retard de livraison, un nouveau Chronicle of Crime. Et je me dis, est-ce qu'on n'est pas quand même alors, attention, c'est un parti pris qui est très tranché et qui se passe pas sur grand chose. Mais quand je vois ça, je dis, c'est un peu un aveu d'échec. Ils reviennent à ce qui a marché il y a longtemps. C'est mauvaise langue, parce qu'on peut dire non, juste ils continuent une série qu'ils aiment bien et qui marche bien. On peut le voir comme ça aussi. Mais quand tu vois que depuis Into the God's Grave, qui avait marché mais sans plus, depuis j'ai l'impression qu'on entend beaucoup moins parler de Lucky Duck, à part pour leurs excellentes localisations. Quand on voit C'est que ce qui a ça. été livré depuis, le peu qui a été livré depuis, a fait que du bad buzz, ou en tout cas une majorité de bad buzz, là on a l'impression quand même d'un retour sur une safe zone de tiens, on va vous refaire ça. Alors est-ce qu'il y a encore des gens pour suivre? C'est des excellents jeux, je sais pas si, tu vois, aujourd'hui, si les mentalités ont pas un peu évolué. En tout cas, ouais, voilà, moi il me manque ce Lucky Duck là qui avait des couilles, pardon, mais à un moment, c'était ça,
qui lançait des trucs, ça marchait pas toujours à tous les coups, mais qui tentait des trucs vraiment fous, qui te vendaient de la folie, qui te mettaient des étoiles dans les yeux. Bah là, je suis désolé, avec ça, et il y en a pas. Avec ça, il y en a pas non plus. Avec Fafnir, il y en a pas non plus. Et puis moi, je préférais que ils disent, on est tous vent debout pour un The Dark Quarter qui dépote, parce que The Dark Quarter, c'est leur projet le plus ancien, le plus en retard, je crois, après Divinus, sur lequel on n'a toujours pas de visibilité, même si on nous avait promis quelque chose en fin d'année. Et j'ai peur que, comme Divinus, et comme tous les projets par effet de domino, il est très mal vieilli, et finalement, il marche pas aussi bien qu'il soit censé marcher. Donc ça, pour moi, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà, je m'arrête là, et Il je me vous laisse. Au revoir. semblait avoir aperçu des retours. Putain, rigole un semblait avoir moment, aperçu, sinon je suis obligé de partir si tu rigoles pas. Ok, vas-y. Il me semblait avoir vu des retours justement concernant The Dark Quarter d'anglophones récemment. C'est pas qu'il a été livré. Ok, donc c'est juste qu'il est pas livré en français. Bon, c'est toujours pareil, ça reste une Et, boîte. et j'avais vu 1 ou 2 retours, si mes souvenirs sont récemment, sur une communauté anglophone, qui semblait aller dans le sens de malheureusement ça aussi c'est pas terrible. Oh putain. Mais Et c'est pour pas l'instant on voit quand même qu'il y a tout de même 400 et quelques notations avec 236 commentaires et que c'est que 7.1, c'est pas fifou non plus, quoi. Bah c'est voilà parce que le problème c'est que s'il était bien il y a 5 ans, mais surtout sur les hybrides, on le dit tout le temps, les mentalités évoluent tellement vite. Je sais pas, après le monde me bottait bien, je lui donnerais sa chance, de toute façon je vais le recevoir, je sais, il a des très très classe. Mais tu peux pas, en fait ces jeux-là ça marche pas. Comment dire, un Too Many Bones, je pense que tu peux le livrer dans 10 ans, tu vois, c'est des mécaniques qui sont un petit peu, qui vieillissent pas, l'univers vieillira pas, il y a pas de souci. Mais ça, bah écoute mon gars, des trucs hybrides et tout comme ça. Bon, je veux pas aller, ils ont peut-être des bonnes raisons, hein, et des tristes raisons, mais et ça va être comme ça tout le temps, parce que le suivant c'était quoi? Il y en a eu un autre d'hybride comme ça avant God's Grave, non? Qui du coup mécaniquement est encore plus en retard. On n'en sort plus en fait, on n'en sort plus. Et Chronicles of Crime, ils vont les ressortir quand? Ou alors ils vont rusher un truc pour le sortir avant ces projets-là, et les gens qui attendent ces projets-là, ils vont être deg parce qu'il y a d'autres trucs qui sortent avant. Il y a plus de bonne solution à un moment, tu vois. C'est le risque, ouais. Voilà, c'était mon clin d'œil en mode coup de coude dans la gorge, mais je sais pas. C'était la partie Nyx est toxique .2. Ouais, Nyx est mortel. Mais en fait, le truc, c'est que des erreurs ont été commises. Et je le dis face caméra. Mais quand ils ont été repris par Goliath, on nous a dit, mais c'est juste le moyen de propulser Lucky Duck à un autre niveau. Et en fait, il se passe plus rien depuis. Alors oui, c'est mon point de vue à moi, mais alors je suis pas le seul à dire aujourd'hui, oui, ils font encore des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que ils font plus d'émules. J'ai l'impression qu'on les voit moins. Et tout ce qu'ils livrent, ça a l'air d'être en tout cas des déceptions, des trucs qui vieillissent très mal. Est-ce qu'à un moment, faut pas purger tout ça et arrêter je sais pas. Mais j'ai pas l'impression que tout le truc avec Goliath leur ait fait du bien. J'espère qu'ils le regrettent pas, que financièrement ça a un sens. Mais moi, en tout cas, en tant que fan de Lucky Duck, avant d'être un partenaire que je ne suis plus d'ailleurs avec Lucky Duck, j'ai le cœur qui saigne vraiment, vraiment fort, quoi. Parce que ça, The Dark Quarter, plus encore que les autres, c'était une vraie dinguerie quand ils l'ont lancé. C'était un monde super dark et tout. Tu vois, c'était une évolution de Destiny dans la façon de raconter. C'était très mature et tout. Voilà. Mon seul espoir, c'est que ça reste sympa à un joueur, tu vois, en mode solo. Peut-être c'est... Et encore. Bon voilà, c'était censé être un clin d'œil, j'en arrête là et je te laisse, j'espère nous remonter un petit peu le moral avec quelque chose de plus... Le mec a besoin de 2 PC, t'as vu ça un peu? Comme ça, s'il tourne la tête, il voit quand même ce qui se passe. Bon, désolé pour ceux qui écoutent le podcast, je me rends compte que parfois on parle de choses sans expliquer ce qu'on voit à l'écran, et je sais que certains d'entre vous nous écoutent, j'en suis vraiment désolé. J'espère que j'essaie de faire ça le moins possible, mais il y a des moments où on n'a pas le choix. Voilà, le mec prend une photo de sa table de jeu, et il y a 2 PC limite côte à côte avec la même image affichée. Dans un angle différent, ouais, c'est assez étrange. Entre ça et puis les sachets de sel la dernière fois qui étaient avec le matériel. Les gens sont fous, c'est tout ce que je peux vous dire. Kevin, ton clin d'œil. Ouais, bon, on quand même terminera sur un point positif, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, quand même, Lucky Duck, au moins, ils ont un catalogue de Loka vraiment du tonnerre. Ouais. En France, avec Super Meeple, c'est ce qui se fait de mieux en termes de Loka quand même. Ouais. Clairement. Donc ça, on peut quand même au moins leur remettre ça. Écoutez, moi j'ai un tout petit, c'est même pas un clin d'œil, en réalité c'est juste un petit truc un peu marrant qui est arrivé aujourd'hui même. Donc ensemble on va apprendre le japonais, hein, messieurs dames. Je vous propose parce que voilà, aujourd'hui j'ai reçu ce qu'on appelle ici au japonais Fusai Renraku-hyo, autrement dit un avis de passage. Donc je vais recevoir un bac
et je n'ai pas reçu de mail pour me dire que j'allais recevoir un truc. Donc, surprise totale. Demain, réception d'un jeu, mais je sais pas lequel. Et tu sais que c'est un jeu. Voilà. C'est pas, y a rien d'autre que tu peux attendre. En fait, c'est le, comment dire, je sais pas comment on dit en français, déjà, j'ai oublié. Bref, l'entreprise qui est en charge du transport de tes bacs, de l'usine jusqu'à chez toi, quoi, en gros. D'accord. Le transporteur, on va dire. Jason Statham. Bref. Fatigué. Un peu de Van Damme japonais, quoi. Quoi qu'il en soit, demain je reçois un truc, je sais pas encore ce que c'est. J'ai quelques idées, mais je suis pas sûr, donc on verra bien. Mais je suis un petit peu excité quand même. Ah, c'est les meilleurs moments, hein, quand il y a une boîte qui va arriver. Bah ouais. Et du coup, c'est le petit rebond sur notre dernier sujet du jour. Tu avais intitulé ce dernier passage "On en a marre d'attendre". Ouais, c'est le petit point positif pour terminer, parce que j'aime bien terminer sur une note positive malgré tout. C'est que oui, de temps en temps, on en a marre d'attendre avec le crowdfunding, mais moi j'aime bien ce petit côté aussi cadeau de Noël offert à toi-même dans 2 ans. Il y a un truc charmant là-dedans, j'aime bien. Ouais. Ah oui, mais le juste milieu, pour moi, Walk and Dream, ça reste, tu vois, c'est ceux qui sont le plus critiqués là-dessus, ça reste un juste milieu, quoi. Et concernant Orange Nebula, leurs updates sont tellement passionnantes que je pourrais leur pardonner en plus un délai. Tu vois, s'il y avait une deadline, si c'était pas quand on le sent, mais à tel moment vous aurez votre jeu, je pourrais tout leur pardonner. Oui, bien sûr, c'est génial de recevoir des jeux, surtout quand tu sais pas lequel va arriver ou machin. C'est vrai, je suis même plus les actus. Je le faisais à un moment, je le fais plus comme Xavier pour avoir des vraies surprises. Mais en même temps, je pack tellement peu de jeux maintenant que c'est difficile d'être des surprises. Ok, en tout cas, oui, tu nous auras égayé et toi, on aura sûrement parlé sur la chaîne. Peut-être que tu referas un petit point sur ce que tu as reçu. Forcément, il sera peut-être dans le point des jeux que tu as reçus le mois prochain, en octobre. Voilà, mon bon Kevin. Tout ce qu'on pouvait vous dire avec mon bon Kevin. On vous remercie de nous suivre toujours plus nombreux et de commenter toujours plus nombreux. Je vois que Kevin essaye de passer le plus possible aussi pour vous répondre. C'est pas toujours évident avec les commentaires comme ils fonctionnent aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas, je sais pas combien de liens j'aurais pu mettre qui concernent la chaîne du Ludovore. N'hésitez pas à aller voir, bien sûr, ce que fait Kevin avec son ami Xavier sur la chaîne du Ludovore. C'est un format, lui aussi un format long, un peu plus in-depth. Et puis on n'a pas exactement les mêmes goûts, donc c'est toujours sympa de voir leur truc. En plus, il se fout souvent de ma gueule. Donc vous pourrez vous aussi vous joindre au bus de la haine avec Kevin et puis me mépriser en toute décomplexion. On vous embrasse. Parce que Kevin aussi toxique. Et parce que Kevin aussi est toxique, mais il l'assume pas. C'est plus en mode ouais, on est des rigolos. Non, franchement c'est marrant. Je remarque à chaque fois qu'il parle de moi sur le menu, il met cette espèce de rire. Qu'en plus, ce qui me fait mal, c'est que c'est une vidéo que j'avais fait pour lui rendre service. C'est une vidéo que j'ai tournée pour sa chaîne, tu vois. Et il s'en sert ensuite pour me salir. Donc, voilà, un petit peu d'aigreur, une petite larme, mais un sourire malgré tout. Avec la boule dans la gorge, mais on sourit. On sourit. Je serai brave face à tes crachats, Kevin. Allez, bisous à tous, on se retrouve en novembre, portez-vous bien, jouez à vos jeux, et puis, soyez moins toxiques que nous. À plus. À la prochaine.